take-off. Press 7, 8 knots. Contrôle de Tango, bonsoir, de Tango 3, niveau 0, gauche et attendez. Et bien bonsoir, de... Conseil, bonsoir, de Tango, Air France, en 2 ans. Good morning, ladies and gentlemen. You're all very welcome to route your flight number 8401 to London Heathrow. Et bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans la zone aéro, salut Nico. C'est commencé. Eh ben oui, regarde. Ah. Tu vois. Eh bien, que vous allez bien? bonsoir Sébastien, bonjour. Alors maintenant c'est plus parce que comme les jours oui, il fait on a encore changé jour d'heure. alors qu'on est le soir. On a changé d'heure. Est-ce fait la que police tout le monde nous entend bien? Est-ce que tout le monde nous voit bien? Déjà, Salut première Nico, question. bonjour MLN 208. Voilà. Salut Bonjour, Seb et Sarah Nico, Maurice, 5 sur 5 qui c'est vidéos, encore, bonjour pas de lag. Alicia. Croisons les doigts, croisons les doigts. Pas de lag pour l'instant, et bah tant mieux, tant mieux, tant mieux. Soyez les bienvenus dans la zone aéro, on espère que vous allez bien, que vous avez passé au Benico Frodon, bonsoir, premier, ça doit être premier message dans le chat, donc bienvenue. Ravi de vous retrouver pour l'émission de ce soir, où on va s'exporter avec un invité de marque. Voilà, alors là on va Voilà. partir dans différents appareils. On va en parler dans un petit instant. Du plus lent au plus rapide. Ou inversement. Ouais. On va voir Voilà. comment on va Des aborder. belles petites machines aussi. Il Ouais. va nous parler de belles petites machines aussi. Mais avant toute chose, évidemment, on remercie déjà toutes celles et ceux qui nous ont rejoints cette semaine. Il y a eu à peu près 2-3 followers par jour de nouveaux, donc c'est bien. La Bah, communauté bienvenue, les continue de gamins. grandir. Soyez. Les gamins, je les appelle les gamins, tu sais, comme, Ouais, comme ouais. les élèves, je les appelle les gamins. On remercie également Speedbird 612 qui fait de la simulation, qui nous a fait un raid pendant le générique d'attente. Donc merci beaucoup, ça fait plaisir. Merci à Cyver, merci Inforé évidemment pour les dédicaces pendant toute la semaine. Bob Cool 84 qui nous a rejoint. Il y a Diabloto, il y a QDebFly, Mirage 2000 N70, Fred W32, Alexandre 14586, Zoomière, Flolise 3883, Astropolis, Tonton Tento, enfin voilà, il y a pas mal de gens qui sont arrivés pendant cette semaine et merci également à celles et ceux qui nous ont rejoints aussi sur la page YouTube, puisque il y a d'ailleurs le replay avec Pierre Gouin, chef de secteur d'H8, d'il y a 15 jours. L'émission est en ligne depuis cette nuit. Voilà, retrouvez les... Et merci pour le lien YouTube, les amis. Merci beaucoup. Alors un petit coucou aussi à la modération, puisque j'ai vu que Sarah était là, j'ai vu que Freefly était là, Julot je l'ai vu aussi, tu as salué MLN tout à l'heure, Ouais. MLN 208, Ouais. qui est-ce qu'il y a encore que je n'ai pas vu? Il y a Lord Gibus qui est là, bienvenue, bonsoir, hop, là j'ai perdu le petit, bon c'est pas grave, de toute façon on va vous voir, n'hésitez pas à faire un petit coucou les amis dans le chat, oui, OB Nico Frodon aussi, qui était là, vous faites un petit coucou, comme ça au moins on vous voit et on peut vous saluer. Run to the Sky, bienvenue. Alors, oui, c'est ça que je voulais dire. Deux petites choses. Bah alors dis-le. Avant de parler des subs, premièrement, appel aux modérateurs, puisque on recherche encore des modérateurs pour la chaîne. Si vous vous sentez l'âme de partager avec nous nos aventures aériennes, n'hésitez pas à le faire. Contactez Julot, qui est d'ailleurs sur le chat en ce moment. Salut vous contactez Julot et Jordan. vous lui demandez comment ça se passe et il va vous expliquer un petit peu le rôle de modérateur Fly, sur, tout ça, voilà, sur la zone aéro. L'équipe, là. N'hésitez pas à le faire, il y a une très bonne ambiance, ça se passe super bien, donc allez-y. Et d'ailleurs, nos modérateurs, il y a Jordan également. Jordan, ouais. Coucou Jordan. Donc nos modérateurs pour vous expliquer et témoigner que ça se passe bien. Déjà, première chose. Et deuxième petite chose, il y a Ouais, eu... il manquerait plus qu'ils se plaignent aussi. Hein. Oui, c'est ça, mais ils le feront pas. Non, je rigole. Ah bah tiens, Étienne Je rigole. LB, bonsoir et bienvenue. Les chroniqueurs aussi, puisque il faut il y a eu avoir- un turnover, si on peut dire, du premier trimestre, où on a pris toutes les participations, ceux qui participaient beaucoup, ceux qui participaient moins, voire ceux qui participaient pas du tout. Et donc on a refondu pour essayer de vous proposer un maximum de gens qui soient présents. Alors on remercie évidemment celles et ceux qui sont positionnés au début pour nous aider à lancer en fait le concept, mais qui malheureusement pouvaient pas forcément assurer des comment dire
des participations régulières. Oui, quoi, voilà. Donc, il y a un petit changement qui est en cours et on va accueillir d'ailleurs 2 personnes. C'est Lord Gibus qui a été quasiment là tout le temps, qui connaît plein de choses. Donc, Lord Gibus rejoint l'équipe des chroniqueurs de Push to Talk les dimanches, premièrement. Et deuxièmement, c'est YouBarbapapa, alias Mathieu. Les fiches d'ailleurs sont présentes sur le site de la zoneaéro.fr, qui nous rejoint. Et c'est le papa de Ailicia. Ah oui. Qui est passionné d'aviation et qui vient. Voilà, très content. Le plaisir est pour nous, mon cher Lord Gibus. Voilà. Donc 2 nouveaux chroniqueurs, il y en aura sûrement de nouveaux qui vont arriver. Et l'idée, c'est de vous proposer des profils différents qui vont participer quand ils le peuvent et qui seront là aussi pour échanger, parler de leur passion, parler. Et il ne faut pas forcément être pilote, hein. N'hésitez pas. Non, juste. Si vous connaissez des gens. s'intéresser à l'aviation. Hein. Voilà. C'est en cours cette première. Et oui, il y a Sarah aussi. Sarah, qui avait dit qu'elle nous rejoignait. Et oui, Sarah, après, bien si sûr. vous aimez le macramé, vous allez vous ennuyer un petit peu, hein, mais bon. On va pas parler de ça. Il ne fait pas d'avion en macramé non plus. Donc, pas encore. Peut-être ça viendra un jour. Ouais. Alors, les copains, si vous désirez, déjà, si le contenu vous plaît, si vous êtes fan de la zone aéro et de ces sujets, n'hésitez pas à partager les liens et à inciter les gens à venir nous rejoindre. Donc, à cliquer sur follow pour être averti des différentes notifications quand on démarre les lives. Deuxièmement, si vous souhaitez soutenir le programme, et quand je dis soutenir le programme, c'est virer les pubs, c'est les fameuses pubs Twitch, hein, c'est de prendre le petit sub qui va bien, soit de manière gratuite en passant par Prime Video, hein, puisque Twitch c'est Amazon, donc n'hésitez pas à claquer votre petit Prime, c'est gratuit pour vous et nous ça nous aide. Et puis si vous le souhaitez, vous pouvez aussi le faire in situ, vous cliquez sur le petit bouton sub en dessous et pour le prix de 2 cafés on va dire sur le mois, voilà, et vous nous soutenez, vous avez plus de pub et en plus vous avez accès au replay en primeur, donc c'est plutôt sympa et nous ça nous permet vous voyez, de payer par exemple les nouvelles petites caméras qui sont là et qui vont améliorer un petit peu nos différentes vues et on vous prépare encore pas mal de petites choses. Vous avez prévu faire des goodies, vous avez quelques éléments de déco que je verrai bien dans mon salon. Quoi par exemple? Donne-nous des idées, Run to the Sky. Mais oui, il y a des goodies, il y a les fameux gobelets duo là, qui sont sur la boutique. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour, hein. La zoneaéro.fr, il y a la boutique, il n'y a pas grand chose dessus pour l'instant, mais on y travaille. Voilà. Donc à terme, pourquoi pas. Je sais pas. L'aile, quelle aile? L'aile. Hein? Je sais pas, il y a Nataboui qui dit l'aile. Ou la cuisse? Boutique. Ah non, il n'y a pas de commande de boutique encore. Il faut taper lazoneaéro.fr, les copains. Voilà. Écoutez, ce que je vous propose, c'est d'attaquer tout de suite et puis de déposer le plan de vol. Allez, on va où? Plan de vol de l'émission, c'est parti. Ah, c'était l'hélice. Elle parlait de l'hélice ici. Eh ouais. Pas de t-shirt manche longue. Alors non, parce que pour l'instant, il n'y a pas de t-shirt, c'est des polos. Mais on verra. On verra. Donc, plan de vol de l'émission, on le fait afficher du côté de Nico. D'ailleurs, ça va le superposer. Attention, boum. Tiens, c'est ici. Actualité du terminal dans un instant. 5 petites news à vous partager aujourd'hui. Puis, la séquence embarquement avec notre invité qui est là. C'est François Rallet. Alors, vous l'avez sûrement tous vu si vous suiviez en tout cas un petit peu les meetings. On va parler de Mirage 2000, on va parler de l'équipe de voltige de l'armée de l'air, on va parler d'une carrière riche, on va parler de son actualité aérienne actuelle, on va parler de plein de choses, et puis vous aurez l'occasion de poser un ancien pilote de chasse, ancien pilote de voltige, toutes vos questions. Ça se passe sur le chat, n'hésitez pas à le faire, dès qu'on va lancer la séquence. Parce que là, il s'est reconverti, tout, bien, donc il continue à voler, et puis... il y a Raloche, toujours à fond la caisse, quoi. Voilà. Il y en a qui le connaissent. Oui, voilà. Donc n'hésitez pas à poser vos questions quand il sera là. Il y aura évidemment la traditionnelle petite minute de présentation, et puis derrière, on discutera avec lui pendant une bonne heure. Donc, vos questions sont les bienvenues, on n'élude rien, on les met de côté, et puis on les aborde au fur et à mesure de l'échange. Vous connaissez le principe de la zone aéro. Il n'y a pas de questions bêtes. Exactement. Il n'y a que des gens bêtes qui posent des questions. Et oui, c'est ce qu'on dit. Alors, ensuite, fin d'émission, les 5-10 dernières minutes, remise de gaz, fort aux questions.
où on aborde ce qu'on n'a pas pu aborder pendant le direct, et puis on parle du programme pour la fin du mois. Voilà. Très bien. Bah écoutez, plan de vol déposé, cap sur l'actu du terrain. Alors oui, qu'est-ce qu'il y a de neuf? Et ben on en parle. ULM 3. Hop. Ah bah j'ai plus ma petite caméra. Bon, c'est pas grave, elle va revenir. Bougez pas. Hop. Elle est où déjà cette petite caméra? Elle doit être ici. Voilà. Hop, on y est. Allez, on est parti pour l'actualité du terminal de ce soir et on va commencer d'aller faire un petit tour du côté des ULM. La nouvelle classe 3 ULM française suscite un certain nombre de remous dans le milieu de l'ultra-léger et chez les constructeurs. Donc cette catégorie, cette nouvelle classe, on va dire, envisage des ULM qui peuvent atteindre jusqu'à 600 kg. Jusque-là, bon, c'est à peu près les masses qu'on connaissait au niveau des ULM, mais uniquement avec des motorisations innovantes telles que turbine, pile à combustible ou moteur électrique, ce qui exclut les moteurs à piston qui sont considérés comme non innovants. Donc c'est une nouveauté qui est arrivée il n'y a pas très longtemps. Et ça a été un petit peu discuté. Donc cette décision, bien que favorable à des avancées pour l'aviation générale, on va dire de ultra légère, qui laisse de côté les technologies établies comme celle de Rotax, qui est le principal fournisseur de moteurs sur le marché. Et cependant, cette évolution ouvre des opportunités pour des fabricants. On pense par exemple au VL3 avec la turbine Turbotech, qui était sortie il y a quelques années, peut-être même maintenant, et qui apparemment a des super performances. On en avait parlé. Et ça élargit évidemment le secteur, le marché, avec des ULM qui sont de plus en plus rapides et qui sont censés quelque part concurrencer les avions, puisque ce fameux VL3 Turbotech croise quand même à, je crois, plus de 150 nœuds. Donc ce qui est quand même pas mal. Lundi, on m'a dit que ça allait aussi vite qu'un Citation. On m'a dit ça lundi. Oh, le Citation va plus vite, je pense. On m'a dit ça lundi, 1er avril. Ah oui, lundi, d'accord. Ok, ouais, j'avais pas capté. C'est d'avril qu'on m'a dit alors. C'est possible, c'est possible. Je me suis encore laissé avoir. Donc évidemment, cette décision soulève des inquiétudes en termes d'équité, notamment avec d'autres pays européens où les ULM bénéficient de limites de poids supérieures et des motorisations plus puissantes. Certains constructeurs français sont contraints de s'adapter aux règles étrangères pour être compétitifs sur ces marchés. La question se pose alors de la promotion de l'industrie française, évidemment, hein, c'est au cœur des débats. Et de la simplification des procédures pour les constructeurs nationaux. Il est à espérer que cette phase expérimentale de cette nouvelle classe s'étendra éventuellement aux moteurs à piston, c'est ce qui est attendu en tout cas, ce qui éviterait des contestations réglementaires potentielles à venir. Donc on va suivre un petit peu ça au fur et à mesure des avancées. Voilà. On continue. On continue avec le poisson d'avril, on en parlait dans un instant, d'Elixir Aircraft qui a annoncé le 1er avril, il faut le préciser, une version hydravion que vous allez la pêche au poisson d'avril de l'Elixir. Et ils ont annoncé qu'elle serait présentée en avant-première à Oshkosh. Elixir à flotteur qui effectuera ensuite des démonstrations d'amérissage pendant les épreuves de voile des Jeux Olympiques 2024. C'est beau, hein? Ouais. D'ailleurs, les épreuves de voile qui auront lieu à Marseille du 28 juillet au 8 août. Donc ils ont bien fixé leur truc. Ça m'étonne pas, comme je connais un peu les gaillards. Voilà, ça m'étonne pas de faire le genre de... Et donc le MSN 01 serait basé au port de La Rochelle. Ah bah ouais. Ce qui est logique, hein, puisque ce sont les locaux. Et donc rappelons encore une fois que c'était un poisson d'avril de la part d'Elixir Aircraft, mais le montage est assez bien fait. Ouais, ouais. Ils ont bien fait. Il paraît qu'on l'a vu tourner autour de Fort Boyard. Bah voilà. Voilà, l'hydravion de Elixir. C'était le père Fouras. L'ULM est en train de prendre le pas sur l'aviation courante. Pas de visite médicale, pas de contrôle. Alors si, il y a des visites médicales quand même. Ouais. Mais oui, effectivement, il y a des débats en ce moment entre l'aviation légère et l'aviation plus classique, où même sur certaines activités rémunérées, il y a des histoires de concurrence. Donc voilà, effectivement, ce sont des débats actuels. On continue avec des travaux en cours pour nos amis qui iront se poser
ou qui transiteront par Annecy. Ah, je suis déjà venu à Annecy. Depuis janvier 2022, c'est Vinci Airports qui a repris la gestion de l'aéroport d'Annecy Haute-Savoie-Mont-Blanc, puisque c'est comme ça, hein, qui est donc basé à Mété, à côté d'Annecy, qui envisage donc de moderniser la plateforme selon un contrat avec le département de la Haute-Savoie qui en est le propriétaire. L'objectif est d'assurer la sécurité et la qualité de service pour les usagers, les passagers et évidemment les équipages. Les travaux à venir concernent notamment la réfection de toute la clôture, le rainurage de la piste et le marquage des différents espaces. Le rainurage d'une part pour augmenter l'adhérence de la piste, pour revenir aux normes actuelles qui sont exigées. Donc il se fera de nuit du 3 au 12 avril. Alors si vous envisagez d'aller du côté d'Annecy, attention, de toute façon tout sera indiqué par Notam. La fermeture de la piste évidemment pendant ces heures. Les travaux débutent à 19h le 3 avril et se prolongeront jusqu'à minuit, puis de 19h à 7h du matin du 4 au 6 avril avec une pause le 7. Ils reprendront ensuite du 8 au 12. Puis du 15 au 19, ce sont les opérations de marquage qui auront lieu de jour sur le parking avion, les voies de circulation. Donc, prudence et consultez les Notam si vous souhaitez aller faire un tour du côté d'Annecy. On avait fait un raid une fois avec des... Ouf, j'y vais en mai avec mes potes. Eh ben, ça sera terminé, tu pourras nous dire comment sont les travaux, Mélène. Avec des élèves avec 3D à 40, on était venus là, quoi, et puis... ouais, mais c'est contrôleur très sympa. Ouais, très sympa, très bien. Contrôleur. Très bien, Annecy. Puis il y a du joli paysage à côté. Ouais, bah, on a dormi là, puis après on a fait un petit tour dans les Alpes. Eh oui. Ensuite, on va parler Airbus, les amis, puisque Korean Air est un nouveau client annoncé cette semaine pour Airbus. Donc Korean Air qui a passé une commande de 27 à 350 000 et 6 à 350 900, qui offre une portée jusqu'à 9700 nautiques, à peu près 18 000 km. Voilà, couvrant donc toutes les liaisons intercontinentales et qui vont ouvrir de nouvelles destinations. Ces avions sont équipés de moteurs Rolls-Royce de dernière génération qui utilisent 70% de matériaux avancés, du composite évidemment, du titane. L'A350, on le rappelle, est plus léger, plus économique en carburant, avec une réduction forcément des émissions carbone d'environ 25%, ce qui n'est pas négligeable. Les avancées se positionnent en tout cas l'A350 comme un choix écologique et rentable pour les compagnies aériennes, sachant qu'elles continuent d'avancer sur d'autres projets à faible émission. On pense au SAF par exemple. Et à ce jour, donc, la famille A350 a cumulé 1240 commandes auprès de 59 clients à travers le monde, ce qui témoigne de la popularité, de la confiance actuelle du marché mondial de l'aviation, qu'on voit depuis un certain nombre de mois maintenant. Hein. Il y a des commandes quasiment. Chaque fois qu'on fait une actu, il y a des commandes. Quand on regarde bien. Ah bah. Donc voilà, et enfin, on va parler de quelque chose qui va peut-être t'intéresser, Nico. On va parler de Perceval. Perceval. Mais alors, c'est pas Camelot du tout. Le projet Perceval... Parce que c'est... Eh ouais. Ça serait mal barré. C'est Pilot Behavior and Competency Evaluation. Donc on met ça dans l'ordre, ça donne Perceval. Alors c'est quelque chose qui a été créé sous l'impulsion de la DGAC et mené par un consortium qui était notamment dirigé par Thales et qui vise, c'est un outil en fait, qui vise à valider une nouvelle approche de l'évaluation comportementale des pilotes de ligne et des contrôleurs de la navigation aérienne. D'accord, donc ça sert à trier ceux qui sont Perceval et ceux qui sont comme... Pas tout à fait. Lancelot ou... Alors le projet implique également l'ENAC, le centre de recherche Borelli, Corsair, Simaero et Aviasim. Aviasim qui fait aussi des simulateurs qui sont ouverts aux civils. C'est pas faux. Les programmes de formation dans l'aviation civile évoluent rapidement. On a parlé justement de l'introduction de nouvelles compétences, de nouveaux concepts, tels que la formation basée sur les compétences pures et dures du pilote. Cette nouvelle approche met l'accent sur notamment les compétences qu'on appelle non techniques. C'est-à-dire qu'on prend par là tout ce qui est comportemental. L'attitude, etc. Essentiel pour développer la synergie, la confiance des membres d'équipage et leur capacité à gérer des situations qui peuvent être imprévues. Le consortium réunit l'expertise des différents acteurs pour modeler l'avenir des formations du pilote de ligne, qui vise en premier lieu à améliorer la sécurité des vols, réduire l'erreur humaine. Et Thales, en tant que leader du consortium, apporte son expertise sur l'analyse des facteurs humains
qui vont combiner différentes modalités telles que la voix, même des capteurs qui vont mesurer les mouvements oculaires pour voir où est-ce que les pilotes regardent et puis analyser justement le comportement. La DGAC donc soutient cette initiative innovante dans l'évolution de la formation des pilotes de ligne. Donc là, on a un nouvel outil qui va arriver et si vous démarrez des formations, peut-être que dans quelques temps, ce sera aussi un passage obligé dans le cadre d'un cursus de formation. Ah oui, il ne faut pas forcément une tête bien pleine pour être pilote. Il faut beaucoup plus de choses que ça. Il faut une tête bien faite aussi. En fait, il faut que le pilote puisse connecter, avoir une certaine logique qui lui amène à trouver la bonne solution en fait. Ouais. Dans ses connaissances techniques et la meilleure solution. La meilleure solution possible. Et ça, c'est pas voilà. évident. Le PDG d'Airbus se frotte grave les mains. Oui. Tu m'étonnes, il n'y a pas une semaine sans qu'on mentionne une avarie sur un Boeing. Non, on n'en a pas parlé là. Aujourd'hui, non. Pas aujourd'hui. Voilà pour l'actualité du terminal. On dit bonjour à Sam 8200 qui vient d'arriver à Green Tier. Salut les amis. Et un passager qui a vomi dans un Boeing. C'était un 1er avril. Non, c'est à cause de Boeing. Hein. Bah oui. Attends. Bah oui. Pourquoi oui. Bah oui. Bon, voilà pour l'actu de ce soir. Écoutez, si vous avez des commentaires, faites-les sur le chat. Sinon, on va recevoir notre invité de ce soir. C'est la séquence embarquement avec. On vous en a parlé déjà la semaine dernière. On va parler de plein de choses avec lui. C'est François Rallet qui est avec nous ce soir, la séquence embarquement avec, et on retrouve on va parler tout de suite. Tout, là. C'est parti. Hop. Et on va le voir ici qui va apparaître, juste le temps pour moi de switcher la caméra. Hop. Et voilà, il est ici. Alors, on va faire ça. Hop, et puis regarde. Ah oui, ça t'avais pas vu, Nico. Regarde bien. Attention. Hop, je me mets ici. Regarde, elle est tournée. Hop, c'est dans l'autre sens. Hop, et voilà, il est là. On est surveillé, Big Tac, Brother. Oui, exactement. Big Brother est là. Voilà. Bonsoir François. Bonsoir vous. Comment ça va? Ouais, je suis bien. Bienvenue au bar. Écoute, bienvenue dans la zone aéro. Ouais. On est ravis de te recevoir. Voilà, Raloche nous dit Run to the Sky. Donc merci de venir nous voir. Pilote émérite. Ouais. On va retracer rapidement, comme on le fait d'habitude, une petite minute de présentation. On va lancer un chrono, un petit timer qui va apparaître ici. D'ailleurs, ce que je vais faire tout de suite, c'est enlever la petite caméra qui est là. Voilà. Et on lance le timer. En 1 minute, tu nous fais un petit exposé de ta carrière selon toi. Cette caméra? Celle-là pour l'instant. Et puis après, on alternera de caméra pendant notre échange. Ok. Allez, on y va. C'est parti. Le décompte commence. Eh bien, alors, moi je suis rentré dans l'armée de l'air en tant que ORSA, donc ça parle à pas mal de gens, pour rejoindre l'escadron de chasse 2-5 Île-de-France, à Orange, sur Mirage 2000. Puis après, j'ai fait un petit passage comme un petit parrainage, on dit, à Cognac comme instructeur, à Cognac sur Epsilon, et puis après je suis retourné sur 2000, mais là à Cambrai. Plus. Oui. Oui. Au moins 12. 12, ouais. Ah bah oui, forcément. Chez les Tigres, c'était exceptionnel. Ah ouais. Oui, super manip, et puis l'atmosphère super. Et puis après, je suis redescendu au 2.5 à Orange. J'ai fait instructeur sur 2000. Il y a eu les Chevaliers, il y a eu Tator aussi, j'étais le dernier Tator. Ouais. 2000. Donc Tator, on rappelle, c'est... Le dernier présentateur du Mirage 2000. Et puis après, je faisais de la voltige en parallèle aussi pour un peu de compétition à Montpellier. Pour le plaisir? Ben oui, pour le plaisir, mais je faisais de la compète. Et puis, oui, mais voilà, je veux dire... Après, j'avais un projet avec un ami proche, c'était de rejoindre l'équipe de voltige de l'armée de l'air. Et là, j'y ai passé quelques années. Après, en équipe de France aussi. Puis j'ai quitté l'armée de l'air il y a 9 ans pour devenir pilote de jet d'affaires et pilote d'hélico. L'armée m'a rappelé pour refaire un petit peu d'instruction. Ça, c'était un vrai plaisir là, en tant que réserviste. Là, c'était il y a 3 ans. J'ai fait ça pendant 2 ans. Donc ça, j'ai remis un petit peu le pied dedans. Et puis je continue toujours à faire du show, de la voltige aussi. On emmène des gens aussi. On a une petite société à Montpellier. Ouais. Et puis surtout, puis le gagne-pain, c'est surtout le jet d'affaires et puis l'hélico. Donc les deux choses en même temps. Voilà, c'est très... Il y a beaucoup de choses. Hein. Vous allez voir les copains, et vous avez beaucoup de questions à poser là. Hein.
Là, il y a ce qu'il faut. Hein. Moi, j'en ai une, là, parce qu'on t'a demandé de remettre les pieds dans un Mirage 2000. Ouais. Donc, c'est pour former des jeunes pilotes de chasse. Oui. D'accord. Ça va, ça tire pas trop là? Parce que ça fait un moment quand même que t'es pilote, il faut refaire un peu de sport ou tout ça, non? C'est pas. Le sport. C'est pas comme le vélo non plus, quoi. Je veux dire, c'est. Non, j'ai jamais fait de sport déjà. Ah, bon, ça va là. T'es en bonne santé alors? Bienvenue à Ralph Walser qui vient d'arriver. T'es en bonne santé alors? Je suis en bonne santé. Voilà. Et non, en fait, la voltige, c'est beaucoup plus physique. Ouais. D'accord. Que le Mirage, bien souvent, en fait. Et puis, comme j'ai fait de la voltige après le Mirage, et puis je me suis jamais arrêté. Ouais. De reprendre le Mirage, physiquement, ça allait. Ça va. C'était pas. Mais bon, ça a juste duré 2 ans. Hein, parce que moi, reprendre du DR400. C'était vraiment un vrai plaisir de repiloter, et puis de retourner. Bah oui, tu m'étonnes. C'était une machine que tu as bien aimée, quoi. Oui, et puis il y a l'escadron de chasse. T'as fait que du 2000? Que du 2000. Ouais, donc du coup, t'es chez toi, quoi. Voilà, exactement. C'est bien. C'est un peu comme une prothèse. Alors, ma première question, c'est moi, quand tu étais petit, alors comment ça t'est venu de venir dans l'aviation? Est-ce que c'est depuis tout petit ou est-ce que c'est adolescent ou après encore? C'est arrivé un petit peu avant l'adolescence et puis j'ai commencé à faire du modélisme. D'accord. Ah, ben voilà. Voilà. Ça me passionnait. Des maquettes volantes ouais. Que je pilote, enfin, des maquettes radiocommandées. D'accord. Moi, j'aime bien travailler de mes mains. Ouais. Donc je trouvais que c'est très complet, je trouve, l'aéromodélisme. Ouais. Et puis, bon, ça me paraissait. Enfin, des fois, les choses paraissent toujours un peu inaccessibles dans la vie. Donc, déjà, piloter un avion, pour moi, c'était inaccessible. Que ce soit financier ou que ce soit en termes de compétences. Et puis, je me rappelle une fois, mon avion, il s'est crashé, comme ça j'ai perdu le contrôle avec ma radiocommande, et puis il avait été crashé sur une usine. Alors, je pleurais, et il y avait un mec au club que j'aimais pas trop, enfin j'avais pas trop d'estime pour ce monsieur, il était un peu bourru, un peu bougon. Et puis il m'a emmené pour essayer de retrouver mon avion, donc c'était bien sympa de ça. Ouais, bien sûr. Hein. Et puis donc j'ai essayé de trouver mon avion, c'est la première fois que je volais, c'était mon baptême en fait. Donc j'étais dans un rallye, à essayer de trouver mon petit avion, et c'était assez amusant parce que je regardais, au fur et à mesure, je regardais plus mon avion, je le regardais piloter. Et puis je me suis dit, ça quand même pas de sorcier comme là, il arrive. C'est un bon souvenir, pourquoi ça, c'est excellent. Et puis après, ça m'a pas quitté. J'ai voulu être pilote. Après, je me suis dit, non, donc j'ai gagné un petit peu d'argent pour me payer mon brevet de base, etc. D'accord, donc tu as commencé un aéroclub, quoi. Puis après, je me suis dit, bon, je vais être pilote, mais je voulais être pilote de chasse. Mais je voulais pas être militaire. J'étais antimilitariste, vous voyez. C'est particulier. Hein. Les cheveux longs, tout. J'avais tout fou. Et puis en fait, mais après, je m'étais dit, non, c'est ce que je veux faire. Et comme quoi, avec la passion, eh bien, quand je suis rentré dans l'armée de l'air, je me suis dit, mais c'est ça. Je veux absolument faire ça, mais enfin je le savais déjà avant, mais comme quoi avec la passion, mais même si on est un peu antimilitariste parce qu'on est jeune, on sait pas trop, on sait pas trop, enfin on n'est pas très mûr. Et bien en avançant, je me suis découvert une âme de militaire et j'ai fait un service militaire un peu long quand même pour un antimilitariste. J'ai fait 23 ans. Voilà. 23 ans. 23 ans. Ça servi ça. 24 ans. Donc quand Chirac a fini le service militaire, c'est toi qui avais la clé, quoi. Voilà, j'avais la clé. Et non, c'était une période exceptionnelle. 24 ans plus 2. D'accord. Et OPN en fait. Et OPN. Sous contrat. Exactement. Ok. Exactement. Donc année d'entrée, c'était quand? En 92. 92. Ok. D'accord. Ok. Et du coup, comment est-ce que tu as ressenti, on va dire, tes premières heures militaires? C'était un peu conforme à ce que tu attendais ou tu as été un peu surpris quand même? Non, j'étais surpris parce que j'étais un peu innocent et puis mais surtout j'ai été séduit par la promo. On était, c'était pas des collègues du boulot, c'était forcément des amis, quoi. Il y avait ça arrive vite dans une situation comme ça. Oui, mais tout est fait aussi pour que ça arrive assez vite. Et j'ai beaucoup aimé cette fraternité entre nous et puis tout cet esprit d'équipe qui arrive très rapidement. Et je pense que c'est ce qui est le plus beau dans une carrière militaire en fait. La cohésion on peut en parler même les gens qui ont fait leur service militaire. C'est à la rigueur, c'est ce qui manque, c'est ce qui manquerait dans la vie civile en fait. Oui, mais tout le monde se rappelle de ses copains de régiment quand il. Oui, c'est vrai. Bon là, moi j'ai pas fait de mon régiment, j'ai fait. T'as fait l'armée. Carrière militaire, mais je me rappelle de ces premiers moments, c'était un peu unique. C'était pas dur?
Non, parce que comme t'étais pas trop. Je pense que si, c'est dur. En fait, on peut pas dire que ce sont des carrières faciles, mais avec la passion, tout est facile. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que tu poses pas de questions il y a des choses où ou à j'étais dire. persuadé que j'y arriverai jamais, ça me paraissait trop, mais en fait, avec la passion, eh bien, on trouve l'énergie nécessaire pour se surpasser. Ouais. C'est ça qui fait qu'on arrive un peu des fois à décrocher un peu des étoiles. D'accord. C'est d'être mené par cette sacrée passion. Donc en 92, tu commences sur quoi l'armée donc, au début, c'est standard. Hein. On fait une petite sélection sur 4-10 à l'époque. D'accord. Ça se faisait. Après, on allait à Cognac faire de l'Epsilon. Après, on passait sur Alpha Jet. Ouais. À Tours, à Cazaux. Enfin, c'était le cursus normal à l'époque. Et puis après, en fonction bien du classement, on choisissait son affectation. Et c'est là où moi, quand je suis parti. Ça allait assez vite à l'époque. Hein. Entré dans l'armée de l'air en 92 et puis en 94. Fin 94 déjà sur Mirage quoi. Ça allait très vite. Il n'y avait pas la TPL, il n'y avait pas tout ça. Donc ça allait très très vite. Ouais. Ok. Et donc tu as choisi quoi? Tu avais choisi 2-5 Île-de-France. D'accord. Prestigieuse exactement. Et puis escadrille quoi. J'ai passé beaucoup de temps puisque je suis retourné après dans une deuxième partie. Alors pour rappeler, l'Île-de-France c'était l'escadrille de Klosterman. Donc, est-ce qu'il y a des liens encore avec... en 92, il était encore vivant. Est-ce que tu as eu l'occasion de le croiser du coup? Non, mais il y a des liens. Et puis, j'avais été très touché parce qu'une fois, quand j'étais présentateur du 2000, je m'étais posé à Béguinil. Et en fait, l'escadron avait été basé au tout début, en 1942. À Béguinil, et il y a le groupe 340 qui est encore très cultivé par les Anglais, hein. Ils ont ça dans le sang. Et je me rappellerai toujours ils étaient au courant de tout, ils disaient ben oui, en fait depuis 1942, enfin depuis la Seconde Guerre mondiale, aucun avion du 2-5 Île-de-France était revenu à Béguinil. Donc, d'accord, donc il y avait une certaine de... Et puis on avait posé un speed forcément du groupe 340 juste à côté du 2000, et c'était un clin d'œil qui était juste magique. Et puis ils étaient vraiment au courant, quoi. C'est excellent. C'est Mouchotte. Alors, pour ceux qui nous écoutent, il faut lire les carnets de René Mouchotte, il faut lire Le Grand Cirque. Et là, j'avais présenté un livre aussi qui retraçait un peu toute la carrière de Klosterman, un peu plus détaillée par rapport au Grand Cirque, parce que c'était un peu romancé le Grand Cirque. Bon, c'est pour ça qu'il y a eu du succès, parce que c'était très bien écrit, quoi. Et si vous voulez revivre un peu ça, et puis Béguinil et tout ça, allez-y. Tu les as lus, toi, ces livres-là? Non. Bon, je suis complètement... Tu sors. Mais prestigieuse. Donc tu étais basé à Orange. Et là, c'était donc pour former des... Alors non, la première fois, quand je suis arrivé à Orange, c'était sur monoplace. Et là, l'objectif, c'était de... Bienvenue le Lou Weiser. C'est pour passer d'abord pilote de combat, après chef de patrouille. D'accord. Généralement, dans l'armée, soit on apprend, soit on apprend aux autres. Il y a toujours un échange de savoir. Donc c'est un peu le truc classique. Après 2 ans d'escadron de chasse, je suis parti pendant 2 ans instruire sur Epsilon à Cognac. D'accord. Et après, je suis reparti en escadron de chasse à Cambrai pour le coup. D'accord. Donc chef de patrouille. Vera ou Mouette? Comment? Vera ou Mouette? Alors j'étais Vera. Vera, ok. C'est quoi? J'étais Romy. C'est des escadrons de Cognac. Et j'étais Vera, quand j'étais... j'avais acheté le premier cochon de l'époque. J'avais fait la blague. J'avais acheté le cochon avec un copain à l'époque. Il est prêt, ça s'est perdu. Enfin, il est toujours en cochon. Et puis... c'est marrant ça. Un vrai cochon? Oui, le premier cochon. Mais ce que je connais pas, cette anecdote du cochon là, Cognac là, tout un tas de choses des fois qui n'étaient pas très. Mais il fallait l'attraper. Mais non. Des fois il se sauvait, Le but du jeu c'est de se faire des blagues et puis quand les élèves de l'autre escadron étaient partis, je crois pendant 2-3 jours avec un copain, on a eu la bonne idée d'acheter poules, cochons, etc. Et pour le mettre dans l'escadron. Ils n'avaient pas pu le tuer parce que c'était un peu leur emblème. On verra pas le cochon, mais bon, pas mal quand même. Et donc ils ont gardé le cochon et puis après c'est devenu traditionnel. Une mascotte. Le cochon déjà il est resté en vie assez longtemps. Il a bien vécu par rapport à mes frères à mon avis. Donc je crois que ça a duré 7-8 ans. Excellent. Et puis il s'est trouvé que quand je suis retourné instructeur à Cognac, je suis retombé sur mon cochon.
parce que je suis dans cet escadron-là. Bonjour, on se connaît. Voilà. Et puis après, oui, voilà. Après, je suis parti à Cambrai. D'accord, donc la 12, c'est ça que tu disais, la 12 Cambrésis, chez les Tigres, où là, c'était encore magique. Donc là, c'était vers quelles années, ça? C'était à partir de 99 jusqu'à 2003. D'accord. Et puis après... Alors je demande, puisque une fois j'ai fait une incursion à la zone de Cambrai, il y avait des Mirage 2000 autour de piste, et puis j'étais pas sur la fréquence, enfin c'était pour moi. Ah, c'était toi. Voilà. C'était mon élève. Comme quoi. C'était mon élève, et puis j'ai dû faire une lettre au commandant de la base pour dire excusez-moi, tout ça. Enfin, j'étais en test CPL, je me souviens. Ah oui. Et donc le testeur était derrière, moi j'étais juste safety, mais commandant de bord quand même, responsable, tu vois. Bon, c'était mon premier test CPL. Et mon élève, il se gourde d'autoroute, et puis au lieu d'aller sur Péronne, sur Cambrai, donc... on se perd facilement, non? Mais... oui. Non, ben... Et non, mais pour les autoroutes, ça va, on arrive à les suivre, quoi. Et puis voilà, puis après Cambrai, où c'était un peu magique aussi. Donc le tigre, alors pourquoi magique? À cause du tigre, les Tiger Meat et tout ça? Oui, ça contribue énormément. D'accord. Effectivement, il y a une ambiance particulière, et puis le fait de faire ces meetings, enfin c'est plus que des meetings, c'est des exercices. Ouais, c'est des exercices opérationnels, quoi. Donc, j'ai fait pas mal d'exercices avec d'autres escadrons, mais le Tiger Meat, c'est avant tout un exercice professionnel de grande qualité, vraiment. D'accord. Et puis après, il y a plein de traditions qui vont autour. Ouais. Et puis qui sont assez séduisantes. Et puis voilà, il y a des gens qui se retrouvent. Enfin, c'est interarmé, c'est. Oui, il y a des escadrons tigres dans le monde entier. Et en fait, l'avantage, c'est qu'on retrouve un petit peu toutes ces spécialités aériennes dans des escadrons tigres. D'accord, donc la chasse, l'attaque. L'attaque, la rescue. D'accord, tous les hélicophanes. Ah oui, donc tout pour faire un exercice à grande échelle. Qu'est-ce qui fait qu'un tel ou tel escadron est sélectionné pour devenir tigre? En fait, au début c'était historique, je crois que c'était juste comme un escadron anglais, belge et puis français, ça date des années 60, et puis après certains ont voulu rentrer, donc c'est une petite sélection par rapport aux anciens, et puis maintenant je crois qu'il y a des grands maîtres qui sont présents, et puis quand une nation veut rentrer, eh bien, ils viennent d'abord en observation, et puis c'est seulement au bout d'1 ou 2 ans, en fonction du comportement, de l'état d'esprit, s'ils sont affectés ou pas. Enfin, Ah oui, c'est une cooptation, quoi, quelque part. Oui, une cooptation. D'accord. Je suis pas dans... Je ne maîtrise pas complètement cette affaire-là, mais bon, ça se fait pas comme ça, en tout cas. Ok, d'accord. Donc ça, c'était déjà super, c'était magique, et puis la région était top, les gens... Les gens dans le Nord, meilleur. Il y a toujours un petit coup de café sur le feu. Comme dans le film Bienvenue chez Ch'ti. T'as pleuré en arrivant. Qu'est-ce que je fous là? Il pleut tout le temps, fait chier. Exactement. Et puis après, moi, je suis reparti à Orange faire de l'instruction sur 2000. D'accord. Et là, c'était encore une belle aventure. Je reviens sur les tigres. Est-ce que c'est un rapport avec les tigres volants des volontaires américains je ne sais pas. de 40, 42 ans? Je ne sais pas. Je vais m'enseigner, voir s'il n'y a pas un lien avec. Je ne sais pas. Ok. Et alors, on a parlé tout à l'heure de présentation de Tator. Oui. C'était dans la foulée, c'était pendant, C'était après. Après, je suis retourné donc au 2-5. Ouais. Et cette mission de présentation du Mirage 2000 était toujours réservée, comme aujourd'hui d'ailleurs pour le Rafale, mais à l'escadron de transfo. À l'escadron en fait qui fait de l'instruction pour les pour transformer les pilotes sur l'avion. Donc quand je suis retourné au 2.5, j'ai postulé plusieurs fois, et puis enfin en 2008 j'ai été sélectionné. Donc je fus le dernier à présenter le Mirage 2000. D'accord, avec le rock'n'roll, avec... Non, il n'y avait pas la présentation où on faisait danser le rock'n'roll à l'avion. Oui, ça, c'était mes prédécesseurs. C'est les prédécesseurs qui faisaient ça. Ouais. Ok, ça marche. Qui faisaient ça. Et salut Martin qui vient d'arriver. Alors justement, regardez bien. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ça. On va se mettre la petite caméra là et regardez. On va retrouver des images, probablement des images d'archives. Alors c'est un petit montage qu'on a fait. Oui, parce que là. Donc là, tu avais les cuissons Île-de-France. Un petit peu changé, non non, pas trop. Tout pareil. Non. Pas trop. Tout pareil. Alors justement, on voit les images donc à bord de l'avion, on voit la répétition, parce que c'était aussi ça, mentaliser un programme. Ah oui, donc là, on te voit répéter en fait les manœuvres. Oui, ça fait un peu kitsch, mais c'était à l'époque de l'entraînement. Ouais. C'est vrai que c'est pour les images.
Alors, pour info, elles sont disponibles sur YouTube. Hein. Vous tapez Mirage 2000. Ouais. Je crois qu'on tape ton nom d'ailleurs, vous tapez François Rallet, il me semble que vous tombez dessus. Est-ce que tu tirais plus fort en démonstration comme ça que en exercice? On va sortir Est-ce qu'on tirait plus fort? On tirait assez fort, mais on prenait 9G, hein. Quand même, pas tout le temps. Mais les Tator Rafale aujourd'hui prennent beaucoup plus de facteurs de charge qu'on prenait à l'époque. Parce que l'avion est beaucoup plus puissant. Ouais. Et le siège, il n'est pas pareil aussi dans le Rafale, il est peut-être un peu plus incliné. Et moi je sais que on prenait une 9G, mais pas tout le temps. De temps en temps, il fallait relâcher un petit peu, il fallait faire respirer un petit peu sa machine pour garder l'énergie. Alors que le Rafale, pour avoir fait 2 packs derrière, c'est un truc de brutasse, quoi. Ah ouais. Ah ouais, donc tu as fait quand même un peu de Rafale derrière. Non, quoi. Oui, juste en passager. En essai, en pack. J'ai fait des petits tours. Mais et t'as pu quand même voir quelques différences, même en tant que passager, entre le 2000 et le Rafale Ah oui, là on te voit te motiver. Ouais, il faut retrouver un petit peu d'énergie avant de partir. Et donc toi tu hurlais dans le... Ouais, un peu, ouais. Ok. C'est une sorte de s'exciter pour être devant sa machine, quoi, avant de partir. Allez, j'y suis, et puis on y va. Voilà. Et compris en voltige aussi après? T'as gardé ce... C'était un petit réflexe non, c'est vrai, je l'ai pas fait après en voltige. Donc là on voit le décollage. Puis là c'était pour la caméra peut-être aussi. Ouais. non. Non, par contre, non, le fait de s'exciter juste avant, j'ai fait ça tout le temps. Ouais. À l'époque. Hein. Ouais. Voilà, donc là on voit les évolutions. Et donc ça consistait en quoi une démonstration comme ça? Alors est-ce que tu faisais toujours la même dans des meetings publics, dans des salons Oui. D'accord. Pratiquement, elle a été validée. Bon, il y avait des fois des toutes petites différences en fonction du temps en partie, ou il fallait peut-être des fois modifier en fonction de l'environnement. Il faut savoir l'adapter un tout petit peu. Mais au global, c'était toujours un peu la même chose. Et puis l'objectif, c'est de faire voir un peu le domaine large de l'avion. Les vitesses mini, les vitesses presque maxi, pas supersoniques. Pas passer le banc, quoi, parce que sinon... Oui, voilà, c'est ça, hein, les taux de roulis, c'est important. Voilà. Puis après, c'est faire un petit peu de spectacle, hein. Le but du jeu, c'est de faire naître des émotions aussi. Faire voir la machine et faire naître des émotions. Et donc tu préférais quoi, des salons comme le Bourget ou Farnborough ou des meetings publics Alors, bien souvent, parce que le salon de Bourget, c'est pas un truc super sympa à faire en tant que pilote. Non, c'est assez complexe, il y a beaucoup de restrictions. D'accord. Donc il y a intérêt à être sacrément entraîné parce que avec autant de restrictions que ça peut même devenir dangereux. Ah oui, quand même. Ouais. Donc en fait, ça va à contresens. Non, c'est vrai que c'est pratiquement en pleine ville. Hein, à l'époque, c'était pas ça. Non, mais il y avait des volumes à respecter. Voilà. Et puis si on passait les volumes, c'était lettres aux parents, etc. Donc c'était. En fait, alors qu'il faut quand même piloter son avion. Hein. Et donc c'était pas les meetings les plus faciles. D'accord. Et puis avec on est un peu loin du public et le lien au public, il n'existe pas trop au Bourget. Voilà. Le Bourget, c'est vraiment. Donc finalement, tu avais peut-être un peu plus de plaisir, peut-être dans les meetings. En fait, on a un contact. Parce que tu avais un lien quand même avec le public, dans un public, un meeting, dire public. Bien souvent, plus on a de contacts. Ça dépend comment c'est organisé aussi. C'est pas forcément les plus gros salons qui sont les plus intéressants. Et le meeting de Valenciennes, donc du coup, tu l'as fait certainement. Très sympa aussi, celui-là, tous les 14 juillet. Là, tout à fait. Donc la petite interview post-présentation. T'as l'air épuisé là, non? Ça devait être fini quand même. Bah oui. Mine de rien. Mais content quand même. Voilà. On voit le plaisir. Oui. C'est belle. C'était la première petite vidéo. C'est un bon souvenir. Et donc du coup, tu as fait ça pendant 1 an? Oui, c'est ça. Exactement. Ça dure 1 année. Normalement, et après... dure 2 ans. Où on partage avec le Tator précédent, on fait un meeting sur 2. Et puis, moi, comme j'étais le dernier, en fait, j'ai fait. Alors, il y avait Greg Pratt qui était le prédécesseur, qui était mon coach, mais par contre, je faisais toutes les présentations cette dernière année. Ok. D'accord. Ah oui, parce que derrière, il n'y en avait plus. Donc, du coup, tu as été formé, mais tu n'as pas pu former le nouveau, parce qu'il n'y en a pas eu derrière. Alors, je devais après partir sur Rafale, et puis bon, ça a changé. Et je vais partir sur Rafale, et puis après, pour essayer de coacher le Ruth, c'était Ruth qui était le premier. Ruth a dû voler 3 fois derrière moi. Et puis j'ai essayé de lui transmettre ce que je savais, mais bon, ça reste quand même, c'était assez différent, mais lui il devait tout dépoussiérer parce que c'était tout nouveau pour lui. Et puis en fait non, j'ai pas été muté là-bas. Puis j'étais muté à l'EVA, donc j'étais bien. Ah oui. J'étais très content. Et la Rafale, t'aurais voulu en faire quand même un peu
présentait, donc oui, j'aurais bien voulu. T'aurais pas refusé, quoi. À l'époque, avec Renaud Ecal, que beaucoup connaissent, en fait, notre objectif, c'était d'aller à l'EVA tous les deux. D'accord. Donc, grand copain, et puis... bon, après, il y avait Jean-Michel Delambre qui était décédé, donc l'EVA était en sommeil. Oui, à Saint-Jean. Et puis... donc vous l'avez réveillé à 2. Et puis hop, c'est reparti. Alors, il y avait Varlotto et puis le vote qui était déjà sur place. Mais en 2008, c'est reparti, quoi. Les extras sont arrivés, et puis moi, début 2009, j'ai débuté là-bas. Oui, parce qu'avant, c'était des CAP 231 qui ont été arrêtés suite aux accidents, ou 232, en 2005, ça a été arrêté. Et puis après, hop, c'est reparti, plein pot, avec les extras, et donc on s'est retrouvés avec Renaud, tous les deux là-bas, donc c'était génial. Pour avoir connu l'équipe, s'est croisé avec Raloche sur des meetings là, à l'époque où j'étais dans le Nord. C'était extraordinaire. C'était une très bonne équipe, quoi. C'était très sympathique en plus, les deux. On va dire c'est peut-être spécifique à l'escadron, parce qu'ils étaient cool aussi, quand on a eu... oui, bien sûr. Oui, non, mais je dis ça, c'est parce que moi, je les ai connus à cette époque-là. Et puis, et en fait, pour tout te dire, quand j'étais gamin, ado, je faisais les meetings aériens, je regardais, et puis j'étais surtout intéressé par les Warbirds et tout ça. Puis quand je voyais la voltige, merde, encore de la voltige, quoi. Ça ne m'intéressait pas du tout. Et un jour, j'étais au Bourget, et c'est là où j'ai regardé. Qu'est-ce qu'il... C'était Renaud, en fait. Tu vois. Qu'est-ce qu'il fait avec son avion, lui? Mais oui, il fait des choses un peu différentes, qui défient un peu les lois de la... Et puis là, je me suis dit... De l'aéro. Et là, c'est là où je me suis intéressé un peu plus à la voltige. Et puis après, j'ai eu la chance de vous rencontrer. Oui, parce qu'il faisait aussi des choses tellement différentes, tellement surprenantes. Et puis il crée la surprise. Et puis après, il y a l'humain qui est derrière, qui fait aussi la différence. Qui fait aimer, quoi. Alors je vais faire un petit rappel, si vous avez des questions, posez à notre invité de ce soir, François, qui est là, n'hésitez pas à le faire, posez dans le chat et on les relaie. Comme la question de Lord Gibus qui réagit suite, on parlait justement des passages, des routes particulières pour aller sur les différents meetings, etc. Je pose la question, avez-vous des routes aériennes plus ou moins utilisées, conseillées ou préférées, car habitant sur les plages du débarquement, il est courant de voir des jets passer en rase-motte. En fait, en basse altitude, bien souvent les chasseurs en fait volent dans l'espace de classe Golf, en fait. Donc non contrôlé, comme tout le monde, et avec la règle de voir et éviter. Oui. Donc ça va vite quand même. Et ça va vite, et il ne faut pas croire qu'avec un chasseur, on ne regarde pas le radar, surtout si on est collé par terre. Déjà parce que le radar ne voit pas tout, et puis parce qu'on a plus de chances de se prendre la planète. Dans le radar. Donc en fait, alors après avec le Rafale ça évolue peut-être encore un petit peu, mais c'est une chose d'information, mais le but du jeu c'est de vraiment voir éviter, c'est le meilleur, la chose la plus importante. Il y avait Après il y a quelques couloirs effectivement. Les RTBA là, ce qu'on appelait les RTBA. Il y a les zones qui sont de temps en temps utilisées par certains chasseurs, donc là il faut les éviter, mais on peut trouver des chasseurs également. Partout en fait. Partout. Vous avez un contrôle quand même en très basse altitude qui peut vous signaler, il y a un avion. Non. Moi j'ai déjà vu des mirages passer en dessous de moi, j'étais à 1500 pieds. C'était trop haut. Mais j'étais à 1500 pieds, c'est pas bien quand même. Et je passais au-dessus de la RTBA. De toute façon, en classe Golf, déjà, c'est pas contrôlé. Et puis après, en tant que... En fait, il y a la portée radio qui pose un problème, et puis radar aussi. Tous les avions qui sont très bas, en fait, ne sont pas détectés. Donc, en fait, la règle, encore une fois, c'est voir et éviter. Et ça vaut vraiment passer en dessous. Autant pour le chasseur que pour le mec qui se balade aussi avec son avion léger dans cet espace, c'est regarder dehors. C'est ça. Donc, alors, conseil encore, regardez bien les NOTAM, voir les couloirs basse altitude, voir s'ils sont, les ASBA, voir si elles sont actives ou pas, quoi. Parce que si vous dites, ah ouais, merde, il y a un ASBA là, c'est pas grave et tout. Moi j'en ai vu deux passer en dessous de mes fesses là, j'étais à 1500 pieds, ils me sont passés, mais pile poil vertical en dessous de moi. Donc je veux dire, si j'avais pas respecté le bazar... Ils allaient plus vite que toi. D'ailleurs, là on est en train de parler justement de ces choses-là. Si vous êtes novice et que vous voulez connaître, allez voir le site du SIA, le service d'information aéronautique, et ces cartes elles sont disponibles en plus gratuitement. Donc allez faire un petit tour dessus et regardez à quoi ça ressemble, au contraire. On est là pour ça. Oui, donc Lord Gibus, donc leur passage était délibéré, probablement. Peut-être qu'ils étaient en mission Lord Gibus, on ne sait pas. Peut-être un débarquement qui se représentait, je ne sais pas. Peut-être les Américains qui attendaient pour reconnaissance et tout, quoi. Donc,
parlé donc Mirage 2000. Voilà. Est-ce que déjà à cette époque-là, tu savais que ta carrière resterait aérienne jusqu'au bout? Ou pas encore? Pas encore. Pas encore. Non, j'avais des doutes. Ouais. Tu pensais déjà que, enfin, peut-être pas à l'époque où tu faisais la démo, mais à la retraite ou ce que tu ferais après, non? Ouais, mais en fait, moi, je suis passionné par plein de choses, donc ouais, je voulais travailler. Moi, j'habite sur une péniche, alors je voulais transformer d'autres péniches, des trucs qui n'ont rien à voir. Et puis, t'as toujours quelque chose pour t'occuper, quoi. Ouais, tout le temps. Et puis, bon, après, quand je me suis orienté un peu plus pour la voltige, je me suis dit, tiens, ouais, mais c'est compliqué de faire carrière dans la voltige aussi. Bah oui. Bien, il savait avec ça. Ouais. Mais après, c'est les rencontres qui font que on trouve encore autre chose. Mais moi, je me passionne pour tout, hein, donc c'est pas compliqué. Ok, donc transition Mirage 2000 EVA, ça s'est fait donc en quelle année? 2009. 2009. Et combien de temps tu as postulé avant avant d'avoir justement le Saint Graal en disant c'est bon, ça y est, c'est fait? En fait, il n'y avait pas moyen de postuler parce qu'il n'y avait pas de recrutement. Comme le gars était en sommeil, on a donc du coup, c'est vous qui avez les clés sur roue. Mais il y avait peut-être d'autres personnes aussi sur les rangs qui voulaient y aller, non? Alors oui, mais pas tant que ça. Mais la différence, c'est qu'avec Renault avait déjà un gros niveau. Ouais. Il était pilote inter, en fait international. C'est le dernier niveau de voltige. En France, on est à peu près, allez, pour vulgariser, il y a 6 niveaux de voltige à peu près. Il avait le niveau le plus haut. Moi aussi, hein. Mais moi je l'avais avec un billet de train. Moi j'étais. Je venais juste de l'avoir en Fosbury. Par contre, lui, Renault était déjà. Il était déjà inter, en fait, le plus haut niveau, et il était même en équipe de France. Ouais. Donc en fait, c'était presque une évidence. Ouais. Parce qu'en fait, pour arriver à ce niveau-là, il faut normalement, minimum, on va dire 3 ans, 4 ans. Ouais. Donc quand on prend quelqu'un, il faut attendre 3-4 ans pour qu'il ait tout ça, c'est long. Oui, c'est long parce que voilà, il y a des petites dérogues pour aller un peu plus vite, mais ça prend du temps. Ouais. Et comme nous on avait déjà tout, c'est vrai que c'est dommage quand même de passer à côté. Quoi. Voilà. Renaud est rentré, je suis rentré après, et puis après on a passé quelques années. Malheureusement pas assez ensemble, mais et lui était déjà en équipe de France. Puis après rapidement, moi dès que je suis rentré en équipe de France comme ouvreur, mais tout de suite en 2009. C'était très très rapide. Et puis après, j'ai pas quitté l'équipe de France. Et justement, cette transition d'avion, ce changement peut-être de rythme aussi, par rapport à un escadron de chasse, quand on passe sur des avions plus petits. En fait, moi, c'était très souple pour moi, puisque je faisais déjà de la voltige à Montpellier, avec Renault, avec Thierry Amar, et puis les autres. On faisait ça. Moi, je me payais ça les week-ends et les vacances, je faisais que ça, quoi. Je faisais de l'extra, enfin du câble 131X à l'époque. Ouais. Et donc, en fait. Quand je suis arrivé à l'EVA, j'avais déjà un petit peu ce petit background, donc cette transition s'est faite toute seule. Et puis après, oui, c'est vrai que c'est pas un escadron de chasse, mais bon voilà, c'est quelque chose de nouveau, c'est encore une remise en question, donc on montera à zéro, c'est super. Et dans les compétitions, donc vous avez fait des compétitions internationales. Oui. Et avant vous, la France n'était plus représentée ou si Alors si. Mais pas avec le niveau qu'il fallait ou... Alors si, en fait. Il y a eu par le passé des grosses nations comme les fortiches, c'était les Russes, les Américains, les Français, c'était vraiment les grosses nations, quoi. Et puis on a eu le premier champion du monde qui était Coco Bessières. Oui, d'accord. Qui était entraîneur après. Il y a eu Patrick Paris aussi, qui était militaire, mais il n'a pas été en tant que militaire. Il y a eu Xavier de la Parent. Il y a eu mon cher entraîneur après, ça a été Éric Vazeille. Donc, mais ça a été parsemé, ça a été espacé. D'accord. Environ de 5-10 ans à chaque fois. Ah oui. Et puis après, il y a le rouleau compresseur là, qui est arrivé, Renault Écal, qui a gagné en 2009. Ouais, en 2009. Et puis alors après, on a toujours gagné, on a pratiquement gagné tout le temps. Ouais. Et c'est vrai que ça avait été... Et puis en fait, c'était une période où justement... où c'était plus compliqué pour les Russes, ils avaient un petit peu moins de moyens. Et ça, depuis pas mal d'années, la France est un peu... on est un peu au top là, avec Ivanel, tout ça. Presque trop au top, ça doit les décourager à côté. Non mais c'est vrai, je me mets à leur place. Louis, Florent, enfin pour l'instant, ça envoie de la patate, c'est vrai. Mais même toi, tu as été champion du monde par équipe? Alors 3 fois, oui. 3 fois. Mais non, j'ai fait ma dernière performance, mais je l'ai fait en tant que civil. Parce que j'ai quitté l'armée de l'air en 2015, où j'avais été champion du monde par équipe. C'est Popov qui avait gagné cette année-là.
J'étais le deuxième de l'équipe, et puis je faisais cinquième, je pense que c'était ça, cinquième en individuel. Et puis en 2016, bon ben voilà, je faisais une jet d'affaires, et en 2017, j'ai eu l'opportunité, même mon employeur m'a proposé de retourner faire un peu de voltige. Ah, c'est beau ça, on peut dire non. Donc j'ai retoqué à la porte de l'équipe de France, et Eric Vazeille a repris. Ah, excellent. Et puis là, c'était en Afrique du Sud où j'ai gagné par équipe, et là j'ai fait deuxième à l'individuel au général. Donc pour moi c'est plutôt pas mal. C'est bien. Pas ça, c'était un retour. Non, mais ce qui est dommage, franchement, c'est qu'on n'en parle pas assez dans les médias, quoi. D'avoir un niveau. Dans les médias traditionnels, il n'y a rien. Mais non, d'avoir un niveau tel dans un sport comme ça. Enfin, je sais pas, on voit un peu de voile, de la Formule 1, bon, bah, c'est la voiture, voilà, du foot, bon, bah, il fait mal aux genoux. C'est vrai, quoi. Alors que là, on est champion de top de je sais pas quoi, là, et puis. Oui, mais c'est comme ça. Ça m'énerve, quoi. On met pas ça devant, quoi. Voilà. Merci Sarah. Planche pour faire une marche au-dessus là pour nous accueillir encore. Francis Itier était-il toujours à Montpellier? Je pose la question, c'est Free Flight. Itier, bon, il n'est pas en grande santé, mais il est toujours à Montpellier. Il a arrêté. Je pense qu'il parlait, il y était, donc c'était peut-être à l'époque. Oui, il était à Montpellier, mais il est toujours à Montpellier, il est toujours vie. Ok. Ça marche. Il m'a entraîné aussi, Francis. Ouais, bien sûr. Alors, j'ai une petite question, parce que donc là, on a parlé des compétitions, alors oui, il y a une question sur les hélicos, on va y revenir. Est-ce qu'à un moment donné, l'idée de participer à des courses comme les Red Bull Air Race t'a traversé l'esprit, parce que d'autres collègues y ont été? Oui, bien sûr. Ouais. Ou même la patrouille de France, pendant que tu étais à l'armée, est-ce que tu... Ah non, ça jamais, hein. Pas de ça chez moi. C'est à côté, de toute façon. Non, en fait, l'équipe de voltige de l'armée de l'air fait partie des équipes de présentation de l'armée de l'air, et au même titre que la patrouille de France. En fait, c'est le même escadron quelque part. D'accord. Mais c'est tellement des vols différents, et puis c'est un peu, on est sur une zone différente à Salon. On fait partie de la même unité pourtant. Et donc les vols sont différents, l'esprit aussi est un peu différent. Et c'est vrai qu'ils tournent, ils sont beaucoup entre eux. Et puis, je pense que ça a toujours été un peu normal, comme ça. Et je blague un peu, mais non, en fait, par contre, ça m'est jamais venu à l'idée de postuler. Ah d'accord, d'accord. C'était pas, d'accord. C'était pas mon truc. Voilà. Ok. Et donc, qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, bon, bah, finalement, les Red Bull Air Race, non, pas tout de suite? Ah, si, j'aurais bien voulu. Mais en fait, la vie est trop courte. J'espère que. Ah, donc c'est juste une question en fait organisation. Ah ouais, donc là, demain, si on vient te voir, on dit bon alors, soit demain. Faut jamais dire non. Il n'y a plus de jamais dire non. Faut dire oui à tout et puis après on verra. D'accord. Oui, pourquoi pas. Non, mais les Red Bull, j'aurais bien aimé. Mais surtout, j'avais des amis proches, mais il y avait beaucoup de Français en plus. Bah oui, c'est ça. Il y avait Baptiste, François, Nico. Il y avait pas mal de monde. Beaucoup de monde. Donc, alors, on va voir quand même quelques images de la grande époque de l'EVA. Et d'ailleurs, tu vas peut-être pouvoir nous les commenter en temps réel. Alors hop, on va faire ça et on va faire ça. Voilà. Donc l'Extra 330 SC. Ouais, c'était le numéro 4 là, donc, qui a été fabriqué. Dessus, il y avait mon nom, celui de Renault. C'était notre avion. Donc vous partagiez l'avion? Ouais, enfin, bien souvent, on avait 2 avions, on était 4-5 pilotes et on prenait toujours un petit peu le même. Donc avec Renault, on partait souvent avec le 4. On s'habitue, bon après on peut changer d'avion, c'est pas une catastrophe. Et ça, c'est des belles images qui avaient été faites à l'Alpe d'Huez par Julien Jay, on a marqué son nom en haut. Et je me rappelle cette vidéo parce que je la trouvais très artistique, c'était très très bien fait, c'était très bien monté. Et puis bon, puis faire une petite démo en montagne, c'est toujours un petit peu magique. Ah, puis la piste comme ça qui... Ouais, c'est un petit peu technique. Quand la démo est finie, elle n'est pas finie, il faut se poser. C'est vrai. Mais l'environnement est top, quoi. C'est génial. Bon, après, l'avion est forcément un peu moins performant, comme tous les avions qui volent en montagne. Est-ce que c'est un peu plus difficile de faire de la voltige en montagne à cause des repères qu'en plaine? Alors, bon, quand on fait du show, ça va à peu près. Ce qui est compliqué, c'est souvent, surtout si on veut être précis en faisant de la compétition en montagne, c'est l'horizon qui est très altéré. Et d'ailleurs, quand l'horizon n'est pas net parce qu'il y a des montagnes autour, on appelle ça un horizon suisse. Il faut essayer d'imaginer où est l'horizon. Et je rappelle que quand on fait de la voltige de compétition, on est noté
je dis pas au degré près, mais au degré perceptible par l'homme. Ouais. Et en fait, ils ne font pas de cadeaux, mais quand il n'y a pas d'horizon, pour nous, c'est compliqué. Ah bah ouais. Pas de... Et on a beau dire, moi dans l'avion, je suis sûr que j'étais vertical, ce qui compte, c'est l'œil du juge. Ouais. On s'en fout de la vue du pilote. Ouais. Ce qui compte. Oui, en fait, vous devez calculer par rapport à son œil à lui. Ouais. Et même si vous ne vous sentez pas droit, et même ça se trouve pour lui, vous êtes droit. Quoi. Et même des fois, il faut être un peu de travers pour lui donner d'être droit, ce qu'on appelle le parallaxe. Quoi. C'est pour ça que vous vous entraînez toujours avec quelqu'un au sol, avec un talkie-walkie et puis une radio. Il n'y a pas trop d'intérêt à s'entraîner tout seul dans son coin. Ouais. Voilà. Ah ouais. Comme ça, lui, il a l'œil du juge et puis il pourrait dire un peu plus. Donc là, on précise, hein, ce n'était pas des images de compétition, c'était un show. Hein. Ah, déjà, quand vous voyez fumigène derrière, c'est du show. Ouais. En compétition, il n'y a pas de fumigène. Ah d'accord. Ah tu vois, je savais pas ça. Non. Et non, parce qu'en fait, en compétition, des fois, on vole en crabe pour essayer de retrouver notre place. Si on met du fumigène, ça se verra. Ça se vit. D'accord. Ouais, donc on va pas se tirer une balle dans le pied. Voilà. Non, le fumigène, c'est fait pour le show. J'imagine pas la tronche des clients derrière, nous dit Lorgibus. Voilà, il y a personne derrière, c'est du monoplace. Non, mais par contre, on emmène souvent des gens, avec Thierry Amar d'ailleurs, une société à Montpellier, qui s'appelle Adrénaline. Je fais un peu de pub, mais si vous voulez faire un petit peu de. Si vous voulez essayer, allez-y, ouais. Alors, on a un Cap 10, mais on a également un extra biplace pour essayer de toucher un petit peu du doigt bien des engins avec. Un peu survitaminés, bah, c'est le cas. Et après, le vol est complètement adapté. Hein. Les gens ne vomissent jamais. Oui. Déjà parce que moi j'ai pas envie de nettoyer. Oui, voilà, c'est surtout la raison principale. et puis en fait, non, mais ça nous arrive des fois de faire des vols très très calmes parce que les personnes n'en veulent pas trop. Et puis des fois, les gens qui n'ont jamais volé de leur vie, ils se prennent des facteurs de charge, des gros taux de roulis, et puis tout va bien. Donc ça dépend encore une fois vraiment de l'état d'esprit, la motivation au départ, et puis comment mettre les gens aussi en confiance. Ouais, il faut dire aux gens de ne pas avoir peur, ce sera un vol adapté de toute façon, puis, pour le plaisir, même, pas pour... Même les gens qui pilotent, même ceux qui n'ont jamais piloté de leur vie, on fait voilà. des extras. Alors oui, Jordan, je crois que ça s'appelle Adrenaline Flight de mémoire. Merci. Donc tu peux chercher, nous mettre le lien dans le chat, s'il te plaît, mon cher Jordan. Alors il y en a partout en France, parce que ça me fait penser aux copains dans le Nord à Merville aussi, qui ont un truc comme ça. À Annecy. À Annecy, ouais. D'accord. À Annecy, vous pouvez faire ça à La Roche-sur-Yon. Ouais. D'accord, ouais. Et puis après. Mais il y a même en plus des boîtes qui font aussi de l'avion de chasse, entre guillemets, enfin du L-39. À La Roche-sur-Yon. Voilà. Top Gun. D'accord. Ouais. Donc il y a plein d'expériences possibles. Merci, Lord Jebus. Adrenalinefly.com. Voilà, c'est ça. Exactement. Voilà. Ok, donc en fait, on te retrouve encore aujourd'hui en tant que pilote là-bas. Oui, bah, j'en fais pas beaucoup, hein. C'est souvent Thierry qui les fait, mais de temps en temps j'en fais. D'accord. Ok. Ouais. Ah, il y a une pub qui arrive. Ah. Mais en fait, c'est encore un tout petit peu pour des. C'est beau là, comme ça. Soit pour des entreprises aussi, des fois des journées entreprises où ça peut être du show aérien ou des fois quelques baptêmes. Voilà. Ok. Encore. Et donc là, tu as des moments marquants justement de toute cette époque, avec des démonstrations un petit peu folles ou des endroits un peu insolites dans lesquels vous êtes produit avec le VA. Oui. Bah déjà en montagne, c'est toujours un peu, c'est génial d'aller faire des démos en montagne. Hein. Moi, ma première démo en montagne, c'était avec le Mirage d'ailleurs. C'était à Courchevel. Ah oui. Je ne m'étais pas posé. J'avais simulé un atterrissage. Ils y avaient cru. Mais je ne m'y étais pas posé, évidemment. Mais en montagne, c'est toujours un peu magique. Bon, c'est toujours un petit il y a un peu plus d'engagement quand même. Ouais. Mais c'est toujours magique. Et puis après, il y a l'avantage aussi d'un extra, c'est qu'on peut aller sur des sites minuscules aussi, hein, un peu reculés, où là, on fait des découvertes un peu uniques, humaines aussi. Hein. Ça, c'est génial. On voit descendre de l'avion. Ben oui, c'est ça. On descend de l'avion. Voilà, puis un contact avec on le transpire, public, on va voir les gens. Voilà, les gens ils vont voir aussi un petit peu l'effort qui est fourni. C'est pas aseptisé. Et donc c'est. J'ai souvenir de petites démos dans les pays de l'Est aussi avec Renault. Et en fait, carrément là, que c'était en plein centre-ville, enfin des trucs hallucinants. Ah oui, là, c'est vrai que là, ils osent tout, quoi. C'était hallucinant. On a été dans les rues principales. C'est vrai qu'il y avait des souvenirs uniques. Il y avait Red Bull qui avait organisé une course en plein centre de Budapest ou un truc comme ça. Ouais, en passant sous les ponts. Il y avait des super vidéos là-dessus. C'est génial. C'est génial. Alors oui, ils ont corrigé le lien parce que du coup, c'était pas Adrenaline Fly qui renvoyait je sais pas où, c'est voltige-aérienne.fr. Non, Adrenaline c'est pas ça Flight. C'est pas voltige-aérienne.fr Non. Ok. Adrenaline Flight. Bon, on les laisse chercher. Quand vous avez trouvé, de toute façon, il y a ta photo sur le site ?
Il y a celle de Thierry. Celle de Thierry. Bon, c'est pas le plus beau. Hein, Et si vous le trouvez, postez-le nous sur le chat, les copains. Comme ça, au moins. Et bien d'ailleurs, on pourra faire une émission là-dessus, un de ces jours. Ouais, avec l'équipe. Pourquoi pas. Ah oui, tu montreras, tu ramèneras des images. On a 4 avions là-bas à Montpellier. Oui, ouais. Non, mais tu monteras dans l'avion, hein. Moi je monte plus dans des avions comme ça. Oh oui, c'est pas un problème. non. Clique sur Voltige, nous dit Jordan. Alors attends, on clique sur Voltige et on va voir ce qui passe. Ah si, Adrenaline Flights. Ouais. Adrenaline c'est ça, donc le nom de domaine c'est ça, où on voit la vidéo. Et le beau Thierry. Ok, très bien. Donc c'est bien ce lien-là. Voilà. Merci Jordan. Voltige-aérienne.fr. Merci beaucoup. Ça, je rigole, mais j'aimerais bien en faire. Hein. Je vais commencer un peu à en faire de la voltige, tout ça. Quoi. C'était rigolo avec beaucoup d'instructions là-bas. Moi, j'en fais pas beaucoup, mais on a 4 avions. Après, 4 machines. Un extra mono, un extra biplace. On a le 231X, le Cap 10. Et il y a combien de pilotes qui font de l'entraînement vu des compétitions? En fait, on a... Thierry s'occupe un peu des jeunes aussi, donc il y a un pool assez important et je pense qu'au total, il va y avoir 25 pilotes à peu près. D'accord, ah oui, quand même, ouais. Bon, après, alors, ils se préparent à la des fois, plus loin, avec des niveaux on a un peu tous les niveaux, c'est ça qui est intéressant. D'accord. Mais c'est que de l'esprit compétition ou alors il y en a qui viennent pour faire de la voltige pour le plaisir? Alors, il y en a qui font pour le plaisir, mais on essaye d'insuffler le côté... Moi compétition, quand je les ai rencontrés, en fait, pourquoi je me suis mis à la voltige aussi, c'est le fruit du hasard. Hein. Moi, je faisais des vieux avions quand j'étais dans le Nord, quand j'étais à Cambrai, en 12, j'allais voler à Albert, sur les vieilles machines. Ah ouais. L'association Les 4A. Ah oui, Albert, il y a des vieux avions, avec des Flamands, Storch, avec 733, etc. Avec Jean-Jacques Duboil. Et quand j'ai été muté dans le Sud, je voulais aussi continuer à voler sur des vieilles machines. Et en fait, les gens ne me connaissaient pas. Et je me suis dit, tiens, j'ai envie de partager, donc je vais aller faire de la voltige pour emmener mes proches à Montpellier. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Thierry, Renaud, etc. Puis ils m'ont dit, j'ai fait mon premier week-end de stage avec eux, et puis ils m'ont dit, tu sais, tu vas faire de la compétition comme tout le monde. Hein, tu vas allez, hein. Et je leur avais dit, écoutez, non, c'est pas du tout mon truc la compète. Hein. Mais alors, pas du tout. Hein. Voilà. Et comme quoi, comme quoi. Faut jamais dire jamais. Exactement. Et puis c'est parti. En fait, c'est encore une fois, j'ai rencontré des gens qui étaient super. Et c'est ça, qui t'ont donné envie, quoi. Et puis après, je me suis pris au jeu. Ça fait plaisir. Et puis j'ai fait mes premières compétitions, et puis voilà. Alors, très bonne question d'ailleurs de notre ami Aviateur 59. Pour la voltige, est-ce que tu suis un entraînement spécifique avant? Comment est-ce que ça se passait du coup Vin blanc. Moi j'adore ça, le vin blanc. Oui. Bon, alors on va... tiens, on va le chercher. Non, en fait, je blague. Ce qu'il faut pour la voltige, c'est qu'il faut voler. Donc ça, c'est important. Et je pense que le meilleur entraînement, c'est le vol pour le corps. Après, faire un peu de sport, avoir une hygiène de vie quand même pas trop dépravée, hein, ça c'est un peu mieux. Et quand je disais le vin blanc, parce que ce qui était important aussi, c'est quand on fait de la compétition, etc., faut quand même être dans une bonne ambiance, et c'est pas évident, parce que en compétition, moi je sais que j'étais assez sensible au début, après j'ai trouvé d'autres solutions, et ce qui était important pour moi, c'était d'être bien avec les gens, essayer de passer malgré tout un bon moment, pour pouvoir manger et dormir. Et si j'arrivais à manger et dormir, déjà c'était quelque chose d'assez important. Alors que quand j'ai commencé à faire de la compète à haut niveau, au début, le stress, j'avais ni l'un ni l'autre. Et en fait, c'est compliqué parce que il faut pas délaisser un pilote comme ça à côté, parce que en fait, le fait de ne pas être bien, moi je pense que ça avait de l'influence sur le reste de l'équipe. Ah ouais, ça se ressentait aussi. Parce que quand on est un peu bout en train, etc., et puis qu'on ne l'est plus du tout parce qu'on est en état de stress, eh bien, les autres, ils sont aussi stressés. Ils se demandent, qu'est-ce qui se passe. Bref, ça va pas, quoi. Puis même, ça se ressent après dans les vols, quoi. C'est important que l'équipe soit bien et qu'il y ait une espèce de symbiose. Et quand je disais vin blanc, je trouvais que c'était aussi assez important avant les vols de se préparer la convivialité, boire un coup, etc. Ça, c'était important. Après, donc, pour revenir à la préparation pure du vol, un peu de sport, oui, ça fait pas de mal. Après, tout le monde y trouve son compte. Quand on fait du haut niveau, après, ce qu'il faut, c'est la tête, en fait, plus que le corps. C'est le mental. Le corps, je trouve que c'est une belle machine qui s'adapte à tout. Donc, on est tous capables d'en prendre plein la tête. Ça, c'est faisable. Puis après, ce qu'il faut, eh bien, c'est trouver peut-être le préparateur. Et des gars qui font appel aussi également
de l'hypnose, chacun ici. Ouais, préparation mentale. Moi, je suis pas du tout là-dedans. Une fois, j'ai quand même été voir quelqu'un qui m'a beaucoup aidé, malgré tout. D'accord. Mais une fois, c'est tout. Mais après, ça peut être utile. Sophrologie, trucs comme ça. Le truc, c'est très personnel et je pense que ça peut être nécessaire quand on veut vraiment atteindre le plus haut niveau, quand on veut gagner. Quoi. Quand on veut gagner, je crois qu'il faut aller. Oui, c'est comme dans les autres sports, hein. On voit, il y a plein de gens qui s'entourent de plein d'équipes. Qui se préparent mentalement. Les 10 premiers mondiaux, ils ont tous le même niveau. Tous. Enfin, ils savent tout faire, quoi. Mais après, lequel va gagner? C'est vrai que dans l'esprit, il faut savoir séparer tout ce qui stresse et puis se dire, oui, mais ça, c'est pas grave. Pour revenir dans le vol, il faut savoir faire la différence. Et oui, c'est compliqué, j'imagine. Moi, ce qui était compliqué, c'est que c'est contrôler la pensée. Je ne pouvais pas dormir, je ne pouvais pas manger. Donc en fait, j'avais beau être à 100% de mes capacités, mais, sauf que mes capacités, elles avaient franchement diminué au bout d'une semaine. Quoi. C'est ça. Parce que c'est dur de ne pas penser en fait. Enfin, de contrôler sa pensée, je veux dire. De bien séparer ce qui nous stresse et ce qui nous fait du mal, et puis que finalement, se rendre compte que ces choses-là ne sont pas graves, enfin, surtout pour le moment où on va faire la compétition. Quoi, en fait, c'est un sport individuel. On a un ennemi, c'est soi-même. Ça, c'est vraiment le plus gros ennemi. Mais par contre, c'est un sport d'équipe. Et moi, je sais que j'aurais jamais eu ces résultats-là sans l'équipe. Parce qu'en fait, ce qui est important, c'est de se sentir aussi soutenu. Et puis surtout, partager, quand un nouveau vol va arriver, un inconnu, on ne sait pas trop, c'est un inconnu. Donc on ne sait pas trop si l'assemblage ça va marcher ou pas. Donc ce qui est important, c'est que chacun puisse imaginer, ah oui, mais moi je pense que ça, à tel moment, ça va être tel problème, et puis un autre, non, je pense que ça. Et en fait, c'est le fait de discuter ensemble, de partager nos doutes, qui font que l'équipe est forte. Voilà. Pourquoi les Français sont forts? C'est parce qu'il y a une espèce de transmission, et surtout il y a une équipe, avec un entraîneur qui régit un petit peu tout ça, et puis parce que les gens s'entendent bien en règle générale, et puis échangent. Et puis c'est un vrai rouleau compresseur. Et c'est pour ça qu'on est aussi jalousé des étrangers. Parce qu'on a une équipe, une vraie. D'accord. C'est vrai que on a un problème, on n'arrive pas forcément à le résoudre. Tout le monde n'a pas les connexions faites pareil par rapport à l'autre. Puis c'est peut-être l'autre qui va justement apporter la solution et puis dire non, tu vois, il faudrait que tu fasses plus comme ça. Et puis tu essayes, et puis boum. De tour de table juste avant certains inconnus en équipe de France où chacun mettait un peu une pierre à l'édifice. Moi, tiens, telle figure, je pense ça. Ok, toi, tu penses quoi, etc. Faire tout le tour comme ça à chaque fois, pour chaque figure. C'est brainstorming. Un brainstorming, mais chacun vraiment disait, mais moi, je pense ça aussi. Pour le même résultat, tu as différentes solutions qui fait que... En fait, après, chacun prend ce qui lui plaît. Et puis, mais on était déjà beaucoup plus fort qu'avec un petit tour de table comme ça. Ça se sentait. C'est un peu comme instructeur avec ton élève qui ne comprend pas bien. Tu arrives à lui apporter une solution pour qu'il comprenne. Il ne comprend pas, donc tu lui apportes une autre manière, une autre façon d'expliquer. Ce qui est bien, c'est que tu voler de temps en temps avec un autre instructeur aussi. Oui, voilà, aussi, pour avoir un autre point. Voilà. Ça, c'est important. C'est ça. Ok. On a parlé de la voltige. Il y a une chose qu'il faudrait qu'on parle quand même. C'est cette fameuse expérience cinématographique. Puisque tu as fait partie de la grande équipe. On a une vedette de Top Gun. C'était super, ça. C'était en 2003. Et donc c'était l'escadron, ça c'est forcément, naturellement ça s'est fait à Orange, au 2-5, il fallait un avion biplace parce que le metteur en scène c'était Gérard Pires, et il avait délégué toute la partie prise de vue aérienne à un jeune à l'époque, mais qui est maintenant très connu, qui est Éric Magnan. Éric Magnan faisait déjà un petit peu de prise de vue, et puis... il était pilote lui-même, Éric Magnan? Oui, pilote privé. D'accord. Et puis en fait, il fallait qu'il soit donc, dans l'avion, donc c'était forcément un Mirage 2000 biplace. Dans le sud, il fait toujours beau, donc c'est pour ça que ça se faisait ici. Et puis, donc à l'escadron de Transfo, et on a été 3-4 pilotes, à peu près, à filmer en fait, où Éric était derrière nous. Et nous, on tournait à tour de rôle, 3-4, et ça durait longtemps. Moi, je crois que pendant 5-6 mois, j'ai fait que ça.
Ah ouais, alors les autres ont fait 5-6 mois, on fait un peu moins, on prend des vacances. Moi, j'ai pas pris de vacances. Ouais. Moi, je me suis dit, c'était trop bien. En fait, parce que c'est un métier magique et on peut pas le partager avec ses proches. Par contre, aller faire de l'image, c'est un moyen de donner du partage. Donner du partage. Et puis après, on s'entendait bien avec Eric, c'était sympa. Et on filmait beaucoup les gens de toute la France, tous les autres pilotes, un petit peu du 1.5, un petit peu. Après, on filmait tout type d'avion, quoi. Donc, tu es au générique. Ouais. D'accord. Je suis le premier. Je vais le revoir, du coup. Je vais le revoir. Voilà, donc si vous la regardez, Les Chevaliers du Ciel de Gérard Pires. Donc, en fait, tu as fait tout plein d'images de quasiment toutes les parties du film. Vous êtes détaché. On est parti en Afrique aussi, à Djibouti. Ah oui, parce qu'il y a une scène aussi qui se passe après le désert. Je crois qu'on a dû faire, mais c'est énorme. C'était peut-être 200 heures ont été tournées au total. 200 heures de Mirage 2000. Peut-être pas 100 ou 200, mais il y en a beaucoup. Mais c'est surtout, moi j'ai dû en faire, j'en ai fait beaucoup. Mais il y a eu beaucoup de films qui ont été faits, parce qu'à l'époque ça s'est filmé en argentique, c'était le début du numérique. Mais avec les techniciens, c'était sympa d'échanger avec eux. Ils avaient vraiment un doute parce qu'ils se sont dit, avec les différences de température qu'on peut avoir entre la basse altitude en Afrique, 60 degrés sur les parkings, et puis on se retrouve 10 minutes plus tard à moins 60 de la tropo. En fait, avec ces différences, ils n'étaient pas trop sûrs du numérique et ils avaient décidé de partir vraiment sur des caméras des années 60, même pas électroniques, électriques, avec des bobines de 38 mm argentiques, avec des magasins de 4 minutes. Tu peux pas te louper. Non, faut pas se rater. Par contre, on partait avec en moyenne 3 caméras. Il y avait un bidon qui avait été aménagé rien que pour ça. C'est ça que je voulais demander. C'est Dassault qui avait travaillé là-dessus. Ah ouais, donc du coup, Eric Magnan, derrière, lui, il n'y avait pas de retour de ce qui était filmé. Il avait un petit écran. D'accord, il y avait un caméscope branché aux vidéos. Non, il avait un petit écran avec la tête haute et il déclenchait telle ou telle caméra. Mais avant, on répétait le... Enfin, déjà, il y avait un gros brainstorming avant de partir. Bien sûr. Avec les gars qu'on avait filmés. On répétait un petit peu la scène, et puis une fois que tout était bon, on la jouait pour de bon, puis on mettait la caméra sur on, parce qu'on ne pouvait pas toujours la mettre en route. Forcément, on n'avait que 4 minutes. Donc, il fallait vraiment optimiser à chaque fois. Et moi, je mettais des bouts de scotch des fois devant pour essayer d'avoir le cadre aussi, parce qu'en fait, le cadre, il se pilotait avec l'avion, en fait. Et c'était juste magique. C'était juste magique. Sacré travail. Et on a beaucoup volé. D'accord. C'est vrai que c'est des belles... Et puis ça paye, parce que les images sont... Les images, alors, ça a lancé un... Justement, à ce propos, si vous avez aimé le film, il y a eu tellement d'images de fait, parce qu'en moyenne, Eric devait filmer 10 minutes par vol. Donc ça fait beaucoup de dizaines d'heures. Et il y a plein d'images qui ne sont pas dans le film, mais qu'on peut retrouver facilement en tapant le bal des aigles. Le bal des aigles. Le bal des aigles, exactement. Ok, je vais le taper tout de suite. Alors, il y avait un double DVD à l'époque qui se vendait, mais je crois que ça se vend plus. Sur Internet, on retrouve le bal des aigles, où c'est 20 minutes d'images aériennes des Chevaliers du Ciel, où on voit que des photos aériennes. Enfin, que des vidéos aériennes. Que ça pendant 20 minutes. Il n'y a aucune image qu'on retrouve dans le film. Donc, c'est vraiment d'autres images. 27 minutes, là, 26, Ouais. Ok. Le bal des aigles, c'est ça ? Alors, il y a des questions qui arrivent, on les met de côté évidemment. Et donc, pour ceux qui nous rejoignent, on est en train de parler avec François de l'expérience des Chevaliers du Ciel. Donc, il y avait 3 caméras à bord du pod. Oui, c'est ça, 3, 4. Puis après, il y a quelques images qui ont été faites où Eric n'était pas là. Où la caméra était à sa place. Et on a déclenché de la place avant. C'était pour faire des images vraiment embarquées. D'accord. Il y a eu quelques vols comme ça, donc la caméra s'appelait Brigitte. Je sais pas pourquoi, mais quand on emmenait Brigitte, ça veut dire que Eric n'était pas avec nous et que la caméra était derrière. Excellent. La cohésion au sein du film, ça s'est bien passé. Il y a pas eu parce que souvent on entend ça en disant tiens. Le réalisateur va dire tiens, vas-y, rapproche-toi un peu. On peut pas aller encore un peu plus près. Alors non, parce que rapidement. En fait, je pense qu'Eric avait pu juger. Enfin, il avait jugé il avait vu notre motivation aussi. Nous, on était motivés. Et donc, on n'allait pas aller. On allait tous dans le même sens. Et après, il savait très bien qu'il y avait une limite. Il y avait des limites, il fallait pas aller derrière. Et en fait, il n'avait pas besoin de tirer la couverture. Parce qu'on était sous la même en fait. C'est ça en fait. On travaille dans le même sens. Donc non, il n'y a pas eu trop ça.
D'accord. Généralement, il y a plus ça en fait d'un mec qui est pas pilote, qui est photographe, etc., qui dit non, il veut le cliché absolu, quoi. Là, c'est différent. Ouais. Là, c'est différent. Et puis, non. C'est vrai qu'il faut être pilote quand même pour faire ce genre de alors après, d'image. Les plans n'avaient rien à voir avec la réalité, par contre. Oui. Absolument rien à voir. Si par exemple, un combat aérien, on est en un combat vraiment, on va dire, un combat en avion de chasse, en combat canon, quand les avions sont à 400 mètres, 500 mètres, c'est plutôt, en règle générale, c'est un peu un minimum de distance. D'accord. Et on a vraiment l'impression qu'on est prêt. En fait, pour donner cette illusion au film, en fait, on se mettait à 10 mètres. Ah ouais. Ce qui est absolument... Et puis, en fait, on ne prenait pas du facteur de charge parce que sinon ça sortait du champ. Presque on battait des ailes les uns derrière les autres, juste des tout petits mouvements comme ça. C'était pas du tout du vrai combat aérien. Pas du tout. C'est normal. C'est donné l'image. Mais... c'est vrai qu'un avion à 500 mètres sur l'écran, on le verrait pas, quoi. C'est clair. Voilà, c'est pas du tout. Faut adapter. Mais vraiment, les images sont belles. Eric a fait du bon boulot. Enfin, l'équipe avait fait du bon boulot. Et je pense que c'est... Il le disait, hein, Top Gun, ça avait été un super film. Hein, bien sûr. Mais tout avait été filmé, il y a très peu de plans, mais ils ont été filmés beaucoup vus du sol sur des angles différents. Les Chevaliers du Ciel, il y a eu beaucoup de vols. Et pratiquement tous les plans ont été à 95%, je crois, c'est des vues aériennes, quoi. Et vous avez fait voler les acteurs ? Alors, ils ont volé avec des pilotes à Tours à l'époque. Ils ont juste fait un tour d'Alpha Jet. Ah d'accord. Ouais, c'est juste pour montrer peut-être les sensations. C'est pour qu'ils se mettent un petit peu dans la peau du pilote. Mais non. Ils n'ont pas volé. Ok. Donc il n'y avait que le réalisateur derrière qui pouvait faire les vols. Et c'est tout. C'est ça. Tu vas continuer dans le cinéma, du coup tu as regardé Maverick 3, enfin Maverick 2, parce que je parle du 3. Top Gun apparemment il parle du 3 là. Top Gun 2. Oui, j'ai vu Top Gun. Alors, t'as bien aimé ? Oui, j'ai bien aimé. Et je trouve qu'en fait l'objectif il est atteint, quoi. C'est de séduire, c'est de donner envie, il y a des belles images. Ça, voilà, c'est. Top Gun t'a donné envie de rentrer dans Top Gun. Je voulais déjà rentrer dans l'armée de l'air. Mais je trouvais que c'était bien, c'était séduisant en fait. Je trouvais que l'alchimie marchait bien, quoi. Une musique, tout qui va bien, quoi. Parce que là, dans le 2, ils ont fait des vraies images avec des vrais F-18 et tout ça, quoi. Comme en fait les vrais Mirage 2000, quoi. Et ils ont annoncé un 3 là, ça y est. Apparemment, Tom Cruise a validé le script, ça y est. Les copains, ça avance parce qu'il est déjà 55. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tourner la dernière page de l'émission, à savoir la foire aux questions remises de gaz. On a mis encore quelques questions de côté, donc on va pouvoir poser à François qui est avec nous ce soir et ça nous fait bien plaisir. Donc, dernière petite page, foire aux questions remises de gaz, les 5 des dernières minutes à vos questions dans le chat. Et oui, d'autant plus que François part en vol après. Bah voilà. Alors posez vite une question et puis après on va le libérer. C'était pas prévu. C'était pas prévu. Ouais, en plus on devait manger tranquille et tout. Ben non. On le fera ça la prochaine fois. Hein. J'aime bien les questions de Lord Gibus. Je vais la poser, Lord Gibus, celle-là. Alors, dans les quelques questions qu'on va prendre le temps de... D'ailleurs, si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les poster maintenant sur le chat. Et c'est François Rallet qui est notre invité ce soir. Je le dis pour ceux qui viennent d'arriver. Qui va vous répondre. Voilà. Première question. Es-tu propriétaire de l'avion de voltige au club ? Non, moi je ne suis pas. Je suis propriétaire d'un Cessna 170. C'est un vieux Cessna de 1952. Ouais. Donc voilà, c'est une vieille dame. Et tu fais l'entretien tout seul ? Ouais, il est matriculé en Amérique. Ah, d'accord. Et sinon, pour la voltige, non, mais je vole sur différents avions de voltige, Extra, Gamebird, etc. Mais j'ai pas d'avion de voltige à moi, hein, ça coûte un peu trop cher. Ouais. Et sur ton avion, puisque justement on est en train d'en parler... C'est un bel avion rouge, bien chromé, bien propre. C'est l'alu-poli. L'alu-poli, très beau. Ah oui. Train classique. Oui, train classique. Là, tu nous as donné une petite réponse quand même sur la partie entretien avec l'immatriculation aux États-Unis, mais c'est pas quand même un sacerdoce d'avoir son avion perso avec tout ce qu'on voit aujourd'hui en termes de réglementation. Non, enfin déjà le fait d'être immatriculé en Amérique au niveau entretien c'est déjà beaucoup plus léger parce que ça peut être un entretien propriétaire. Ouais.
Après, moi, c'est un avion en plus qui est très très simple, hein, parce que c'est un train classique. Ouais. Alors, c'est une vraie vérole à piloter, c'est pour ça que je l'aime. Mais c'est un train fixe, je veux dire. C'est une hélice à pas fixe. Ouais. Donc, enfin, il n'y a rien, quoi. Manette puissance. Il n'y a rien. Voilà. Il n'y a pas grand-chose. Donc, et puis, il est en très bon état. Ouais. Donc, non, c'est pas... Le moteur, c'est quoi, la Coming? La Coming, 6 cylindres, petit bruit qui va bien. Non, vraiment, je suis très... J'ai eu un pilote inspecteur qu'on connaît, notre ami Bertrand, qui est revenu une fois avec le sourire. Je dis, mais là, il était venu nous voir à l'école. Il me dit, ouais, ça va. Il dit, ah ouais, il vient de faire un vol. Je dis, ouais, avec raloge. Ah bon? Il dit, ouais, dans son Cessna. Il était refait. Voilà. Il dit, ah bon, d'accord. Ok. Ah, Bertrand, oui. Autre question de Lord Gibus. Est-ce que le Mirage 2000 a-t-il un radar de suivi de terrain? Alors, oui, le Mirage 2000N, oui. Mais le vrai Mirage 2000, hein, le RDI... Le vrai Mirage 2000. Les autres, c'est des faux. C'est des faux, il y a du monde derrière. Voilà. C'est le pilote, le radar de suivi de terrain. Le Mirage 2000N et le D, c'est familial, bon. A-t-il déjà transporté The Bomb H3? Non. Bah ça c'est pour les Stelliennes. Ouais, en plus c'est... Et puis encore, oui, ça s'appelait pas... Mais voilà, ça doit être une... Voilà, bah je l'ai posé, Lord Gibus. Bah écoutez, quelle heure il est? 58. Bah écoutez, on est plutôt pas mal. La bombe H, ah oui, la bombe H. Pas trop. Ouais, donc non mais ça c'était dédié aux escadrons tactiques, enfin nucléaires. Ouais. Voilà, bah écoutez... Je ne sais même pas s'il y en a encore. Enfin, bref. Hein? Je ne sais même pas s'il y en a encore. Des N? Si. Non, bah en fait c'est des Rafales maintenant qui ont cette mission-là. Bon bah écoutez les amis, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Donc avant de nous dire bonsoir, on va très rapidement faire un petit tour sur le programme de la zone aéro des semaines qui arrivent, si vous le voulez bien, avec... à commencer la semaine prochaine, c'est la séquence des invités en plateau, puisqu'on n'arrête pas d'avoir des invités en plateau. On vous remercie d'ailleurs tous les invités qui viennent nous voir, d'échanger ce moment en plateau, et je pense que ça amène un plus de pouvoir discuter comme ça en temps réel que derrière une caméra. Je trouve que c'est quand même plus sympa. La semaine prochaine, on va retourner du côté de la base, enfin c'est pas la sécurité civile qui va venir plutôt, puisque c'est Marion Morin qui sera avec nous à partir de 19h30. Elle est agent de piste Pélicandrome, Milandrome. On va parler des métiers au sol et autour des avions. On a parlé des vols, maintenant on va parler de ce qui se passe au sol et puis de leur importance dans les missions de lutte contre les incendies. Donc retenez bien, semaine prochaine à partir de 19h30. Tant que j'y pense, on pense à Push to Talk qui aura lieu dimanche. Ce dimanche à 19h, retrouvez nos chroniqueurs. De mémoire, il doit y avoir MLN qui est là, Stéphane. Il devrait y avoir Robin. Je crois qu'il y aura... qui a d'autres? Il y aura notre nouveau chroniqueur. Il y aura deux nouveaux chroniqueurs que vous retrouverez. Il y aura Julien, pilote d'hélico, et il y aura également notre nouveau chroniqueur qu'on a présenté tout à l'heure, c'est Mathieu qui sera là, donc 4 chroniqueurs, 19h ce week-end. Voilà, ensuite on continue, ici le 17 avril prochain, quelqu'un que tu connais très bien, Louis Vanel, qu'on aura donc en visio pour le coup. Là, on va parler voltige. On va parler voltige, on va parler compétition et de son nouveau poste d'entraîneur, puisque ça y est. Il l'a, donc si vous avez des questions à poser techniques sur la voltige, et on fera une émission spécifique voltige, ce sera le 17 avril prochain. Nico, pour la semaine prochaine, il faudrait améliorer ton esquive du sommaire. Ah oui, quand le sommaire apparaît. C'est parce que je me cachais derrière. Tu te cachais derrière. Ouais. Je faisais des choses pas très catholiques. Et puis donc on terminera le 24 avril 2024 avec un sujet qui intéressera probablement les jeunes qui veulent rentrer pilote de chasse justement, puisque nous aurons la chance d'avoir le capitaine Thierry Launay qui est le chef du centre de sélection des pilotes qui est aujourd'hui à Tours. Avant Bretigny, maintenant à Tours, qui répondra à nos questions en visio. Il fera même une visio depuis le SecPil. Donc ça sera intéressant de parler avec lui du cursus et de la manière dont sont sélectionnés, de ce qu'on attend en fait des futurs pilotes de chasse de l'armée de l'air et de l'espace. Et donc c'est le 24 avril à 20h30, voilà.
pour le programme de ce mois d'avril 2024. J'espère qu'il vous plaira, parce que de toute façon, on n'en a pas d'autres. Voilà. François, merci beaucoup pour ta participation. Merci François. Merci à vous. Au nom du chat, on te remercie. Ouais. Voilà, c'était bien sympa. De ta passion là. Ouais. Là, franchement, je pense que j'ai vu un vrai passionné. Oui. Mais en tout cas, l'antenne t'est ouverte. Il a son avion, c'est un avion de collection. Il a fait du 2000. Il a tout fait. De la voltige. Ah bah oui, on a même pas parlé de l'hélico. Là, il se met à l'hélico. Enfin, il est en train d'apprendre pilote d'hélico. Mais d'ailleurs, alors attendez, pourquoi la caméra s'est sauvée? Elle se sauve cette caméra. Je crois quand tu lui fais coucou, elle repère. Au-dessus de ça, c'est les pilotes américains qui ont aussi fait de la navette spatiale, quoi. Hop, voilà, comme ça, toc. En tout cas, voilà, il y a le chat qui te remercie. Bonsoir, c'est Nico, François, toutes et tous. Merci beaucoup pour cette émission. Voilà. On s'était déjà vu, donc c'était un plaisir de te revoir. Ouais, c'est cool. En tout cas, l'antenne est ouverte et puis avec plaisir de refaire un petit truc. Peut-être pour reparler un peu plus d'hélico, de la progression. La suite, parce que finalement, on n'a pas parlé d'hélico, on n'a pas parlé d'aviation d'affaires. Mais pourquoi on ferait pas un truc qui a un sujet sur l'aviation d'affaires en immersion? Ben, on y va les gars, parce que moi Ah ouais, non mais pas ce soir. Parce que je peux vous emmener, une immersion c'est maintenant. Oui, non mais... Je pars à Paris là. Ouais, mais on n'est pas Éric Magnan, nous. Mais oui, non mais c'est vrai, là, François part à Paris, voilà. Maintenant. Bravo. Allez. Voilà, bravo François, mais comme d'habitude, rien d'extraordinaire. Exactement. C'est qui? C'est Ralph Walser. Ouais, c'est bon. Rien d'exceptionnel. Rien d'exceptionnel. Ah, rien d'exceptionnel. C'est ma femme qui dit ça. Rien d'exceptionnel. Merci beaucoup en tout cas. Et ben écoutez, merci aussi à vous d'avoir été présents. Rendez-vous la semaine prochaine et dimanche pour Push to Talk. Restez avec nous le temps du raid. On va raider une autre chaîne dans quelques instants, donc restez le temps du générique et envoyez plein d'émotes parce que justement ça soutient aussi la zone aéro, ça la fait connaître. Donc restez bien s'il vous plaît le temps du raid. Fly safe pour ceux qui volent et ben à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Et merci François. Ciao, bye bye.